Tu veux gravir la montagne, mais tu ne veux pas être essoufflé. L'expérience majeure du fait de gravir une montagne, c'est qu'au fur et à mesure que tu montes, tu es essoufflé en fait. Les gens ne veulent pas avoir des tensions. Je connais même des entrepreneurs qui ont des comptes d'épargne. Je comprends pas. Une entreprise ne devrait pas avoir un compte d'épargne? Ça n'existe pas, je connais pas. Au début, est-ce que HNC, tu l'as lancé seul? Il y a un adage Igbo qui dit If you eat alone, You go die alone. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Tu dois avoir un système qui tourne sans toi. Quand tu n'es pas là, la valeur n'est pas créée. Et que quand tu ne vas pas bien, le business ne va pas bien. Donc ça dit qu'en fait, tu rends le business dépendant d'une personne vulnérable. Tu dois partir de je travaille seul à je crée une organisation qui travaille. Et donc du coup, en 2019, on a dépensé 219 millions pour former nos collègues. La performance est une question de dimension. Moi, j'ai compris à partir d'un moment donné que si je veux fabriquer des gens qui ont coaché des DG, il faut que je leur donne les mêmes postures que les DG. Donc, si toi, tu as une conscience de DG parce que tu es dans les endroits où les DG vont, mais assure-toi de ce que tes collaborateurs soient dans des endroits où les DG vont. Est-ce qu'on trouve des appartements meublés dans Cotonou pour nos collègues ou bien on reste tous à Sofitel? Quel choix tu fais? Et on reste à Sofitel. Qu'est-ce qui se passe quand tu investis autant dans les gens et qu'à la fin, ils te trahissent? Ils quittent ton entreprise pour aller travailler dans d'autres entreprises. Je me rappelle un de mes collègues qui gérait l'une de nos filiales. Il a démarré chez nous en tant que distributeur de courrier. Donc quand on avait des formations, c'est lui qui distribuait les courriers. Il est devenu commercial, ensuite il est devenu chef d'équipe commerciale, ensuite on l'a mené dans une filiale, il est devenu directeur de filiale. Et puis un jour, il m'appelle pour me dire, écoute Herman, tu as mis un petit chien dans une cage, mais tu as oublié que le petit chien a grandi et que tu ne peux plus le traiter de la même manière. Maintenant, on a appris quelque chose de très important, que le succès est la meilleure vengeance. Au lieu de te concentrer sur la personne, pose-toi la question de qu'est-ce que je dois faire pour être la meilleure option possible pour des gens meilleurs que lui. J'imagine l'instant qu'on amène 27 de nos collaborateurs à Dubaï pour une formation. On n'est même pas rentré. Et il y a une qui m'a dit, pourquoi tu ne nous as pas payé notre salaire avant qu'on arrive? Et tu leur réponds quoi à ce genre de personnes souvent? Tu réponds rien, tu ignores juste? Il n'a pas la dimension pour réfléchir à mon niveau. Comment tu veux qu'une personne qui allait à Dubaï, ses parents savent qu'il allait à Dubaï. Maintenant, il rentre, ses parents lui demandent l'argent, il dit, mais c'est pas toi qui étais à Dubaï là? Oui. Elle dit qu'il n'a pas l'argent. Socialement, je le comprends. Mais lui, il ne peut pas comprendre les choses à ma dimension. Et c'est pourquoi c'est moi qui suis le boss. Alors les amis, je suis toujours aussi surpris lorsque je regarde ces statistiques parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast chaque semaine n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube. Alors si vous aimez ce qu'on fait, le podcast qu'on produit ici pour vous chaque dimanche et que vous avez envie de nous soutenir, la façon la plus simple et la plus gratuite de le faire, c'est simplement en vous abonnant à la chaîne YouTube. Et si vous faites cela, l'engagement que moi je prends envers vous, c'est que chaque semaine, mon équipe et moi, nous allons donner le maximum pour vous permettre de suivre une émission de qualité, d'avoir toujours des invités qui sont à la hauteur afin que vous ayez le maximum d'informations et de ressources pour pouvoir réussir sur votre chemin entrepreneurial. Cela dit, laissons place au podcast. Bonjour à tous, bienvenue ce nouveau dimanche. Et aujourd'hui, je suis avec Herman Kakpo parce que vous l'avez voulu. Je le répète, parce que vous l'avez voulu. Même si moi-même je le veux, c'est pas de façon de dire que je le veux pas. Mais quand on a sorti l'épisode, Herman, déjà, comment tu vas? Je suis super bien, je rends grâce à Dieu. Voilà. Comme je le disais, quand on a sorti l'épisode, moi je m'attendais à ce retour, mais pas à ce niveau. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu des retours, mais hilarants. Je t'ai envoyé des captures, des gens qui m'ont envoyé des messages en inbox me disant, des entrepreneurs, c'est-à-dire qui sont à un certain niveau, qui me disent, c'est le meilleur podcast que vous avez sorti sur la chaîne depuis. J'ai regardé des gens, c'était un épisode de quoi, 1h40, quelque chose, j'ai regardé ça 4 fois. 5 fois, 6 fois. Quand je vais à des rencontres, les gens me parlent de ça, tout ça. Et donc, les commentaires, à chaque fois, quand on fait d'autres épisodes, les gens viennent dans les commentaires pour dire on veut un nouvel épisode. Monsieur Herman. Donc, c'est tellement revenu que je me suis dit on donne au public ce que le public recherche. Comme on dit en anglais, here we go. Here we go. Donc, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet spécifique. C'est le sujet de la croissance quand on est entrepreneur. Je crois que si on prend l'échelle des entreprises qui existent dans le monde, si on prend 100 entreprises, au moins 95 voire 98 sont des PME, sont des petites entreprises, tu vois. Et j'ai comme impression que la plupart des entreprises ou la plupart des entrepreneurs meurent là. Ils restent une PME, ils naissent PME, ils commencent start-up, ils naissent start-up, et 5 ans après, ils sont toujours start-up.
5 ans après, ils sont toujours PME. 10 ans après, ils sont toujours PME. Ils ont toujours une équipe de 2, 3, 4, 5 personnes. Ou certains sont solopreneurs. Solopreneur, quand on dit généralement pas solopreneur, c'est quelqu'un qui entreprend et lui, tout seul à son compte, il fait tout. Et c'est même devenu un mouvement sur Internet pendant un certain temps où, en fait, c'était devenu un peu la tendance d'être solopreneur, en griffe, d'être freelance, quoi. Moi, à un moment donné, parce que j'ai été dans le mouvement aussi, mais après, je me suis rendu compte que, frère, c'est du freelancing. Et aujourd'hui, pourquoi je voulais qu'on parle de ce sujet? Parce que je me suis rendu compte à travers toutes les rencontres que je fais au quotidien avec les entrepreneurs que le gros souci que la plupart des entrepreneurs avaient, c'était comment passer de PME, de start-up, à vraiment avoir une organisation. Une organisation qui ne dépend plus de leur personne, mais qui dépend des systèmes qu'ils ont mis en place. Et qui ne dépend même pas des personnes qui sont dans l'entreprise, mais des systèmes. Et il y a une phrase que tu dis souvent, je dis ça pour mettre au contexte de la conversation, il y a une phrase que tu dis souvent, un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Et tout à l'heure, quand on était dans la salle à côté, on devait lancer un truc ensemble et tout, vous allez le découvrir. Et tu me disais, non, bon, on va faire ça de telle façon et tout, il faut gérer tel truc et tout. Et j'ai dit, pourquoi? Tu dis, non, c'est la meilleure façon de gagner de l'argent. Tu te rappelles, tu m'as dit ça. Ça m'a beaucoup touché parce que ça montre quelque part, en fait, comment tu fais tes choix. C'est-à-dire, sur quoi tu mets ton énergie, sur quoi tu ne mets pas ton énergie. Ça montre du jugement parce que si tu ne mets pas ton énergie sur quelque chose qui va peut-être pas te ramener à un certain niveau. Mais qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui, après toutes ces années, à en arriver là? Mais ma première question pour lancer la conversation, c'est, au début, est-ce que HNC, tu l'as lancé seul? Merci Benny. Très content de savoir que ça vaut la peine de pouvoir avoir ces discussions, ces échanges et que ça apporte de la valeur un tant soit peu aux autres. C'est ce qui, moi, me donne de la joie au cœur, me donne de l'énergie à revendre. Tu te rappelles, la dernière fois, on était à Nairobi. Physiquement, j'étais à 20%. Mais ce que mes collègues m'ont dit, mais toi, tu dis que tu vas pas bien, mais quand tu es sur le stand, on sent que maintenant, tu es on fire. J'ai dit, oui, mais quand tu arrives à partager des choses avec les gens, créer de la valeur qui a de la valeur aux yeux des gens et qui fait écho, qui permet à d'autres personnes de gérer de la valeur, c'est quelque chose, moi, qui me passionne. Donc, si tu m'invites 20 fois, je serai là 20 fois. Voilà. C'est des choses pour lesquelles on ne peut pas, donc, du coup, dire non. Voilà. Quel que soit ce qu'on pourrait avoir comme défi personnel ou bien ressenti personnel, quand on t'appelle pour partager ce que tu as, il y a une très bonne nouvelle. Quand tu partages, ce que tu as ne diminue pas. Donc, du coup, parce que la plupart des gens pensent que lorsqu'on garde la connaissance, lorsqu'on garde les choses pour soi, c'est en ce moment qu'on prend de la valeur parce qu'on est exceptionnel. Non, pas du tout. C'est quand les gens te voient exceptionnel quand tu les rends exceptionnels. N'est-ce pas? Donc, déjà, c'est un pur bonheur. En fait, non. Moi, j'ai compris quelque chose de très important. On démarre HNC à travers un site Internet. Je suis en 3e année à l'école, dans une école qui est à l'intérieur de l'université de Dakar. Et donc, du coup, je voulais faire un site web. Un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Donc, je ne suis pas informaticien. Je ne sais pas construire un site Internet. Et donc, j'ai dû aller voir une personne qui avait la capacité à construire un site Internet. Lui, il était informaticien, ingénieur informaticien de formation. On était très amis. On allait chez la même paroisse, la paroisse Saint-Dominique de Dakar. C'est quelqu'un de très sympathique, s'appelle Daniel Diarra. Et puis, on avait entre-temps géré le cybercafé de l'église. Donc, on a sympathisé là-bas aussi. Donc, du coup, je me suis dit non, je ne peux pas. Donc, quand je ne peux pas, je suis obligé de m'allier avec quelqu'un. Alors, peut-être que la plupart des gens ne le savent pas. Alors, HNC, ce n'est pas un capot. Non, ah bon? Non, pas du tout. Ah bon? Non, du tout. Tout le monde aurait parié que c'est Ah non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Alors, au début, c'était HND. Ah, si tu vas. Donc, okay. Herman et Daniel. OK. Voilà. Et c'est quand d'autres personnes se sont associées qu'on a dit company. Donc, Herman et Company. OK. Et compagnie, si tu veux. Et compagnie, OK. Et plusieurs personnes, tu veux dire. Exactement. Voilà. Donc, du coup, j'ai compris dès le départ que... Dès le départ. Donc, HNC, ça ne peut pas être une seule personne parce que quand tu es seul, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a un adage Igbo qui dit « If you eat alone, you go die alone. » Donc, si tu manges seul, tu vas mourir seul.
Donc, il est vraiment important de se poser la question de savoir pourquoi j'étouffe. Pourquoi je n'ai pas de la densité. Je vais te raconter une petite histoire. Tu vois, on est à Cotonou, là. Donc, on a fini un workshop sur la corporate finance optimisée IA qu'on a déroulé au Sofitel lundi, mardi et mercredi. Et puis, il s'est trouvé que, déjà, au lieu d'animer ça tout seul, j'ai fait appel à 3 experts. Une personne qui était directeur financier d'un groupe que je connaissais, une personne qui a amené son propre cabinet, une personne qui était directeur financier d'un groupe existant actuellement dans plus de 12 pays. Et puis Issa Yomenou, que tu connais, expert comptable basé à Port-Gentil, un gars magnifiquement bien, tu te connais. Et donc, j'ai compris que je ne peux pas le faire seul. Est-ce que tu vois? Donc, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas dérouler. Mais en fait, ce n'est pas la même chose, en fait. Donc, quand les autres amènent leur petit grain de sel, ça change tout. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les 2 jours qui ont suivi, j'avais 2 formations, avec une banque et avec une compagnie d'assurance, simultanément. Ce sont mes collègues qui sont venus à Cotonou, dans le cadre de la formation, du workshop qu'on a fait. C'est eux qui sont allés animer. Donc, j'étais tranquille à l'hôtel, en train de me la couler douce, on va dire comme ça. Donc, pendant qu'ils sont partis faire l'animation. Pourquoi? Parce que très tôt, j'ai compris que you can't do it alone. Maintenant, dans mon métier, moi, j'ai une loi implacable qui s'est appliquée à moi. C'est-à-dire qu'en tant que consultant, tu disposes de 24 heures. Si tu travailles 24 heures sur 24, tu disposes de 24 heures. Si tu factures les 24 heures à 1 heure à 50 000, donc tout chose étant égal par ailleurs, ben, tu vas te retrouver avec 1,2 million par jour. Si tu travailles 30 jours sur 30, ok, tu vas te retrouver avec 36 millions par mois. Ok, si tu vas travailler pendant 10 mois, je suppose que tu te donnes 2 mois de vacances, les day off, etc. Mais dans le meilleur des cas, tu as 360 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est le maximum de chiffre que tu peux atteindre. Ok, tu peux arriver. Si tu travailles seul. Maintenant, quelqu'un va te dire, si tu densifies, tu utilises par exemple le marketing digital, tu automatises les emails, les gens vont acheter, etc. Et le service à la clientèle. Tu ne peux pas. You can't handle it. Et si tu as lu par exemple les 4 heures de Tim Ferriss, il va te dire qu'il faut trouver des assistants partout. Ah, oui. Mais il commence à te dire que tu ne peux pas le faire seul. Donc, you can't do it alone. Maintenant, il y a une chose qui m'a frappé dans la figure. J'étais à une conférence, je crois que j'étais à Lomé, au moment où on allait créer la filiale de Lomé, il y avait une conférence qui était animée à l'époque par le DG de EcoBank Togo, M. Didier Correa. Et il a dit que dans leur définition, il considère qu'une entreprise qui fait moins de 500 millions n'est pas une PME, c'est une TPE, toute petite entreprise. Et dans leur classement, par exemple, ils ont les professionnels, les particuliers, c'est ceux qui travaillent dans les entreprises, les professionnels, ce sont les notaires, les avocats, et les TPE qu'ils ont considérés comme étant seuls. Même si tu emploies 10 personnes, dès que tu fais moins de 500 millions, tu es une toute petite entreprise. Tu n'es même pas une PME. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais mince, donc je suis une TPE. Tu n'es même pas une petite entreprise. Non, une toute petite entreprise. TPE, wow. Quand tu fais moins de 500 millions. Et 500 millions en fonction des banques, c'est entre... Non, ben, PME en fonction des banques, c'est entre 500 millions et 2 milliards pour certains, mais ou 500 millions et 5 milliards pour certains. Waouh. Ben oui. Jusqu'à 5 milliards avant qu'on t'appelle PME. Donc, je dis, oh, donc je suis une TPE. Elle dit, ok, je suis même pas small business. J'ai dit, very small business. Very small business. Donc, tu as le nom de ce que tu fais, tu vois. J'ai dit, ok, on a besoin de densifier ce truc. C'est vrai, entre le moment où tu dis qu'il faut densifier la chose, le moment où ça devient dense, tu dois garder à l'esprit, tu ne peux pas le faire seul. Tu ne peux pas le faire seul. Moi, j'ai eu un moment pivot dans ma vie, c'était en 2018, je crois. Mes collègues m'ont fait asseoir pour me dire, écoute, Herman, on adore quand tu fais les formations, on prend du plaisir à te voir faire les formations, et on aime ça. Mais on est fatigué d'être assis à te regarder faire. Nous aussi, on veut faire des formations. Nous aussi, on veut animer des formations. Au départ, je crois qu'ils avaient de la jalousie, tu sais, le premier réflexe qu'on a. Mais heureusement pour moi, j'avais lu un livre de George Maxwell. Et il a, dans son livre « Les 28 lois irréfutables du leadership », il a parlé de la loi de la croissance. Et dans la loi de la croissance, il dit, si vous voulez faire vos chiffres, soyez un bon manager, ayez des assistants. Mais si vous voulez faire de la croissance explosive, dupliquez les leaders qui y a au milieu de vous. Donc, on a fait la réunion jusqu'à 2h du matin. J'ai dit, mais ces gars veulent me soulager, en fait. Ils veulent me soulager, en fait. Et donc, du coup, en 2019, on a dépensé 219 millions pour former nos collègues. On a fait des formations
On a fait des formations à Kigali, à Accra. On a fait 6 sessions de convention cette année-là. La bonne nouvelle pour moi, c'est que quand on a commencé, on a fait des formations, je crois, en janvier à Accra, en mars à Dakar, en mai à Abidjan, et on est venu à Cotonou en juillet. Et au mois de septembre, il est arrivé une journée, j'étais en train d'animer une formation, et j'ai 4 de mes autres collègues qui animaient simultanément de la formation. Si je reviens à notre on va dire, notre exemple d'avant, donc où je dis qu'on a 24 heures, et qu'on a 50 000 heures. Donc quand j'étais seul à pouvoir animer la formation, et les autres s'asseyaient et me regardaient, on gagnait 50 000 heures, nous tous. Qu'on le partageait. Eh bien évidemment. À partir du moment où on est 5, et qu'on a la possibilité d'animer simultanément 5 formations, si ça rapporte 50 000, on est à 250 000. Ce qui veut dire qu'au bout de 4 heures de temps, on est à 1 million. Ce qui veut dire qu'au bout de 24 heures, on est à 6 millions. Est-ce que tu vois? Donc c'est comme ça qu'on crée la croissance explosive. Donc il faut que dès le départ, tu comprennes que you can't do it alone. Un internship trop petit pour faire de grandes choses. Waouh, quelle belle entrée en matière. Tu as lancé le sujet de façon excellente. Maintenant, en fait, l'interrogation que cela soulève, c'est quand tu vas travailler avec les autres, parce que tu te sens que tu es obligé de travailler avec les autres. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas toi seul être le comptable, l'assistant, l'envoi. Tu ne peux pas tout faire, ok? Et tu as dit qu'en 2019, vous avez investi 219 millions pour former vos collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe quand tu investis autant dans les gens et qu'à la fin, ils te trahissent? Et qu'à la fin, ils quittent ton entreprise pour aller travailler dans d'autres entreprises. C'est-à-dire, en fait, tu as formé des collaborateurs, ils sont devenus bons parce que toi, tu leur as donné du leadership, de la formation, de l'attention, tout ça. Et quand ils viennent à maturité maintenant, pour que tu cueilles un peu le fruit que l'entreprise bénéficie, que toi, tu puisses te reposer un peu, ou qu'un département puisse vraiment avancer, là, maintenant, le gars ou la personne se trouve que il y a une meilleure offre d'emploi sur le marché qui peut aller. Comment tu gères ça? Et secondo, quelles sont les plus grandes trahisons que tu as vécues en essayant de développer ton entreprise et en le développant avec les gens? Les amis, le podcast Discussion Informelle est un podcast qui reste complètement gratuit pour vous et chaque semaine, nous avons les moyens, les capacités d'aller chercher les invités les plus incroyables pour vous, tout simplement parce que nous avons des partenaires qui nous donnent la possibilité de pouvoir faire cela. Et le tout premier partenaire qui nous accompagne sur Discussion Informelle, sur le podcast, c'est Lemfi. Lemfi, c'est quoi? Lemfi, c'est une application de transfert d'argent. Si vous êtes dans la diaspora, en France, aux États-Unis, au Canada, que vous avez besoin d'envoyer de l'argent à vos enfants, à votre famille, à vos amis ou à vos proches en Afrique, Lemfi, c'est l'application à utiliser. Personnellement, à chaque fois que je suis en France, par exemple, maintenant que j'ai besoin d'envoyer de l'argent à mes proches en Afrique, j'utilise Lemfi. Pourquoi? Tout simplement parce que les frais de transfert sont de 0 francs et vous pouvez en plus de ça envoyer directement l'argent depuis la France, les États-Unis ou le Canada directement sur le mobile money ou le MTN de vos proches en Afrique, parce que vous savez qu'en Afrique, nous, c'est le mobile money qu'on utilise. Et l'avantage, comme j'ai dit, en fait, c'est que vous avez 0 frais de transfert. Et ce qui est encore complètement plus dingue, c'est qu'avec le code promo PODLAB, lors de votre premier transfert de minimum $50, vous gagnez au moins $15 dans votre portefeuille. Ou lorsque vous faites un transfert de plus de $100, vous gagnez jusqu'à $20 dans votre portefeuille. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Merci à Lemfi de nous aider sur Discussion Informelle à vous produire la meilleure émission possible. Cela dit, laissons place au podcast. Alors, il y a peut-être 3 ou 4 points. Je ne commence pas le premier, qui me semble être le point le plus important. Je me rappelle un de mes collègues qui gérait une de nos filiales. Alors, pour commencer, il a démarré chez nous en tant que distributeur de courrier. Donc, quand on avait des formations, c'est lui qui distribuait les courriers. Il prenait sa moto, il allait distribuer les courriers. Et il est devenu commercial, ensuite il est devenu chef d'équipe commerciale, ensuite on l'a mené dans une filiale, il est devenu directeur de filiale. Wow. Et puis un jour, il m'appelle pour me dire, écoute Herman, tu as mis un petit chien dans une cage, mais tu as oublié que le petit chien a grandi et que tu ne peux plus le traiter de la même manière. Wow. Quand il me l'a dit, je n'avais pas bien compris le message en fait. Et puis j'ai réfléchi et dit, bah ouais, ça fait sens en fait. Tu sais, c'est comme les parents qui ne savent pas que les enfants ont grandi. Ça, c'est vrai. Donc, regarde-toi, tu as fait une petite cage pour un stagiaire qui est devenu entre-temps commercial, qui est devenu entre-temps, on va dire, chef d'équipe commerciale et qui est devenu directeur de filiale.
Et toi, tu penses que tu as toujours le stagiaire. Ça, c'est vrai. Parce que toi, tu l'as connu en tant que stagiaire. D'accord. Maintenant, tu deviens la victime de la loi de l'œuf et de la coquille. En fait, lorsque du poussin de la coquille, autant pour moi. Lorsqu'il y a un poussin dans un œuf, le poussin, c'est ton entreprise. Le poussin, c'est ton leadership. Le poussin, c'est ta capacité à conserver les meilleurs talents. OK, le principe est très simple. Tu as une coquille. Ton entreprise est une coquille. Et tu fais grandir les gens. Dans le cadre du poussin et de la coquille, si le poussin grandit et que la coquille ne grandit pas, il le fait exploser, il sort. Donc, quand quelqu'un te quitte, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas une coquille qui n'a pas grandi pour lui donner de l'espace? Waouh, je viens de prendre une claque. Donc, il ne t'a pas trahi, en fait. Tu n'as pas la capacité de le contenir. De le contenir. Parce qu'il a grandi, il est maintenant presque un associé. Qu'est-ce qui est incroyable? Non? Pourquoi je dis que j'ai pris une claque? Et ce qui est incroyable, c'est que je n'avais jamais vu les choses comme ça. Pourquoi? Quand j'étais salarié, j'ai vécu la même expérience. Très bien. Et je vais travailler dans une entreprise pendant 3 ans. Et au cours de la 3e année, j'étais arrivé à un niveau de maturité dans mon travail en termes de comment je peux délivrer du résultat, de leadership, de charisme, de tout ce que je peux apporter à l'entreprise. Mais j'avais le sentiment profond que j'étais infantilisé. C'est-à-dire, j'étais toujours traité comme le rookie, le petit chien qui est venu au début et tout. Pendant que, en fait, tout le marché courait derrière moi. En fait, le marché, j'avais une validation claire dans mes résultats que, en fait, je méritais un traitement différent. Je méritais d'être dans une structure différente. Je méritais d'avoir plus de responsabilités. Mais j'avais l'impression comme si on me tenait un peu en laisse. Ou dire, OK, you gotta stay here, you know. Et j'ai fini par pas partir. Faire exploser la coquille. Pas faire exploser la coquille et pas partir. Mais ce qui est incroyable, et pourquoi j'ai pris une claque dans ce que tu as dit, c'est que aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je ne vois plus les choses comme ça. Parce que maintenant, c'est moi qui emploie les gens. Donc, quand les gens arrivent à un niveau où ils veulent partir, au lieu de le voir comme moi je le voyais quand j'étais salarié, maintenant que ma position a changé, mon regard sur le sujet a changé. Je ne vois plus comme, OK, en fait, ils ont grandi, ils sont arrivés à un niveau, l'organisation doit être en mesure peut-être de s'étendre pour pouvoir les contenir, ou on doit pouvoir les trouver, les faire devenir des associés et tout. Je ne vois pas ça comme ça. Je vois ça en mode, ah oui, mais je lui ai tout donné, il n'est pas loyal. Tu vois? Il n'y a pas de la place pour lui. Et il n'y a pas de la place pour lui. Et j'ai l'impression que beaucoup de chefs d'entreprise j'ai beaucoup d'amis chefs d'entreprise qui écoutent ce podcast-là, rencontrent ce problème. Et souvent, on parle beaucoup de trahison. Et ils l'interprètent beaucoup comme de la trahison. Non, j'aimerais que tu continues. C'est pas de la trahison. Tu sais, en fait, l'idée de créer sa propre entreprise, je vais me mettre à mon propre compte. On ne se met jamais à son propre compte. On crée une organisation. Et qui dit organisation, quand on dit une organisation terroriste, une organisation, comment ça s'appelle, les narcotrafiquants, là. C'est une organisation. Et quand on dit un cartel, c'est que chacun a son truc et il voit qu'ils ne sont pas forts. Et il crée un cartel. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est une organisation. L'autre nom de entreprise, c'est une organisation. Donc on ne se met pas à son propre compte. On crée une organisation. Donc tu dois voir les choses comme tu veux créer une organisation. Une organisation qui va être tellement puissante que les autres n'auront pas d'autre choix que de se remettre avec toi. Par exemple, je donne un exemple très simple. Imaginons que tu es un trafiquant de drogue. Okay? Je pense que c'est parce que c'est l'une des organisations les plus structurées au monde. Oui. Et les plus rentables aussi souvent. Bon, j'en sais rien. Non, puisque j'ai pas fait... non, carrément, mais bon, on sait comment ça finit, c'est ça le défi. Non, mais c'est tellement hyper structuré. Ça veut dire quoi? Quelqu'un dit, OK, boss, je vais aller à mon propre compagnie. Il dit, OK, go. Parfois, tu le butes. Parfois, tu ne le butes pas. Il va créer son truc, vous tuez, et puis on vous dit, bon, on arrête la guerre. Il développe, lui, son truc de drogue, de trafic de drogue, et bien finalement, il voit que tu es fort. Il vaut mieux qu'il s'allie avec toi. À toi. Et vous formez maintenant un cartel. Et c'est toi qui es le parrain du cartel. Est-ce que tu vois un peu? Donc ça dit qu'en fait, tu peux laisser les gens aller créer leur propre truc. Mais si tu as du sens, si tu as de la valeur à apporter, vous allez former un cartel après ensemble. Donc, encore une fois, il vaut mieux challenger ta capacité de conservation, ta capacité de libération de la place pour les autres. Tu comprends? Tu sais, je vais te raconter une petite histoire. J'ai été victime du fait qu'il faut toujours avoir une ou deux personnes qui peuvent te remplacer. Je me rappelle, on avait un workshop à Istanbul. Donc, on demande les visas. Curieusement, toute mon équipe a eu le visa, sauf moi. Je t'assure, moi, je ne comprenais absolument rien. Tout le monde dans mon équipe a eu son visa, sauf moi. OK. Donc, j'appelle un ami qui a appelé le consul, qui a appelé l'ambassadeur, etc., etc., etc.
Mais entre-temps, c'est tombé dans un jour de fête. Le lundi du premier jour du workshop est tombé dans un jour de fête, la jour de fête nationale de Turquie. Donc l'ambassade était fermée. Et donc j'étais obligé de rester là. Donc finalement, on a pu toucher l'ambassadeur le mardi. Entre-temps, le workshop a se déroulé. Heureusement que j'avais formé les gens qui m'ont précédé à Istanbul. Donc quand toi tu es venu à nos workshops, ça veut dire. Donc tu te rends compte que tu ne peux pas intervenir. Mais heureusement que tu avais formé quelqu'un. Heureusement. Donc, le jour 1, 2, 3 et 4, c'est mon collègue Zoumana que tu connais qui a animé le workshop. Et ce que j'ai dû faire, c'est que chaque matin, on briefait. Et puis le soir, on passait en revue comment il va animer chaque aspect. J'ai dû dépendre de quelqu'un. Et là, j'ai compris qu'en fait, Joe, lâche prise. Forme plus de gens, donne plus de responsabilités aux gens. Et plus tu en donnes, et plus tu es fort, en fait. Parce que quand quelqu'un décide de créer un ainsi, moi je lui dis quelque chose. Ok, moi je vais te poser une question. Ok. Première question. Tu veux aller créer une boîte de formation, de coaching et de conseil? Il dit oui. Ok, très bien. Mais rappelle-toi une chose importante. Et comme tu le sais, ne sais-tu pas que nous sommes en train de bâtir la plus grande entreprise d'information, de formation de coaching au monde et que ça te prendra trop de temps pour arriver au niveau qu'elle nous sommes arrivés? Donc la question que je pose à la personne dit non, je peux aller à mon cours. Quand je dis ok, good. Mais tous ceux qui ont quitté Agency, personne n'est arrivé à notre niveau. C'est pas possible parce qu'en fait, nous qui sommes restés, on est plus forts. Et on fait de meilleures choses. Et on met les idées ensemble. Moi l'idée de valider les choses, okay? Bon, je valide des trucs, mais il y a des choses dont je parle pas que je suis dépossédé, en fait. Tu sais même pas comment. Parfois, même tu te rends compte que telle chose se passe. Moi, je n'interviens que lorsqu'il faut faire un arbitrage financier. S'il n'y a pas d'arbitrage financier à faire, je ne sais pas comment ça se passe. Si tu me poses des questions, je ne suis pas en mesure de donner des réponses. Mais quand il faut faire un arbitrage financier, tant qu'il y a de l'argent, on peut prendre les décisions. Mais quand il faut faire un arbitrage financier, je n'interviens où je fais un arbitrage financier. Puisque de toute manière, s'il faut courir à gauche, à droite et puis trouver des solutions, je le ferai. Mais le reste, jamais. Parfois, je ne suis pas au courant. Parfois, même, on programme une session de coaching pour moi. Je sais qu'il y a une session de coaching, mais je ne sais même pas avec qui. Et c'est après qu'on me briefe sur le profil de la personne. Et puis voilà. Parce que tu dois avoir un système qui tourne sans toi. Enfin, mais avant de venir à ça, parce que quand tu te rends compte de ce que tu ne peux pas être au four et au moulin, tu ne peux pas, quand tu n'es pas là, la valeur n'est pas créée. Et que quand tu es down, le business est down. Quand tu ne vas pas bien, le business ne va pas bien. Donc ça dit qu'en fait, tu rends le business dépendant d'une personne vulnérable. Donc, je ne sais pas. Au Bénin, on dit que y a ce qu'on appelle la jarre de Guézo. On met plusieurs mains pour pouvoir couvrir les trous de la jarre. Donc, ce sont des choses basiques. On les écoute. Est-ce que ça fait sens chez nous? Donc, ça, c'est l'autre point. Maintenant, reparlant de la trahison, moi, je ne crois pas à la trahison, en fait. Parce que dans mon parcours, j'ai fait un travail qu'on appelle la reprogrammation mentale. La reprogrammation mentale, c'est un exercice que je fais souvent en coaching avec les gens. Par exemple, quand une personne a été blessée, brisée, etc., ou un entrepreneur qui vit mal son échec, des trucs comme ça, ou bien une personne qui n'arrive pas à voir du côté positif, même les choses violentes qui se passent autour de lui, j'enseigne la reprogrammation mentale. Et il y a une méthode qui s'appelle la méthode de l'interprétation positive, okay? Qui consiste à réinterpréter chaque situation de manière à bien le vivre, à la vivre si tu préfères. Et donc, quand quelqu'un me quitte, je dis, mais Joe, il a trouvé mieux. Il est en train de dire, tu n'es pas la meilleure option pour moi. N'est-ce pas? C'est comme par exemple, quelqu'un te largue en relation amoureuse. La personne est en train de dire clairement, j'ai trouvé une meilleure option. OK. Maintenant, on m'a appris quelque chose de très important, que le succès est la meilleure vengeance. Au lieu de te concentrer sur la personne, en disant, mais comment il a pu faire ça malgré tout ce qu'il lui a donné, etc. Pose-toi la question de qu'est-ce que je dois faire pour être la meilleure option possible pour des gens meilleurs que lui. C'est tout. Puisque quand quelqu'un te trahit soi-disant, elle dit, j'ai une meilleure option que toi. Vrai. Tu vois ce que je dis un peu? Donc, mais on ne va pas se faire ça comme ça. Au lieu de lui en vouloir, dis-toi, comment je fais pour devenir la meilleure option possible pour des gens meilleurs que lui. Et à partir du moment où j'ai fait ça, et puis bon, quelqu'un me dit, mais man, tu es un prophète. Je dis non, pas du tout. Et mais tu m'avais dit que, je vais vous regarder de loin, que ça va me donner envie de revenir à Etienne. Il dit, non, t'inquiète, reste là où tu es. Nous, on souffre trop ici. Donc, tu restes là où tu es. C'est parce que tu as vu des choses qui ne t'ont pas plu, on t'a peut-être traité d'une manière qui ne t'a pas plu, etc. Donc, tu fais bien. Go ahead. Donc, moi, j'ai aucun défi que tu ailles à ton propre compte. Débrouille-toi. OK? Vous l'avez demandé et nous l'avons fait pour vous.
Depuis la sortie du premier épisode avec Eman Kapo, j'ai reçu des centaines de messages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur tous les réseaux et même sur WhatsApp, me disant à quel point ce podcast avait changé votre vie. Alors, on a décidé avec Eman de faire une deuxième partie de ce podcast. Et comme ça ne suffisait pas de faire une deuxième partie de ce podcast, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut vous apporter encore plus de valeur? Parce que c'est bien, les podcasts c'est intéressant, on raconte des histoires, il y a beaucoup d'inspiration, de motivation, mais il manque énormément de techniques, il manque énormément de méthodologies, de systèmes que vous pouvez vraiment utiliser et que vous pouvez implémenter dans vos business pour avoir du résultat. Parce que généralement, quand on suit un podcast, on est embarqué dans l'histoire qui est racontée. On est embarqué dans la valeur qu'on obtient. Mais généralement, à la fin de l'émission, on retourne à nos vies d'avant, on retourne à nos systèmes d'avant et il n'y a pas grand-chose qui change. Oui, de temps en temps dans le quotidien, on a des idées qui nous reviennent, mais comment est-ce qu'on les implémente? C'est pour cette raison qu'avec Eman, on a décidé de vous offrir beaucoup plus que ça. Une masterclass, une vraie masterclass à l'américaine. Et vous avez vu ce que Eman produit quand il s'agit d'un podcast gratuit. Donc imaginez ce qu'il produirait lorsqu'il s'agirait d'une masterclass payante. Les masterclass habituellement que Eman offre, c'est des masterclass qu'il organise dans plein de pays dans le monde, avec des grands DG à travers l'Afrique et tout. Mais pour la première fois, on a décidé de faire quelque chose pour l'audience des entrepreneurs qui nous suivent. Cette masterclass aujourd'hui est disponible sur notre plateforme Pod-la Plus, effectivement, dont l'objectif est de permettre à tous les entrepreneurs qui suivent ce podcast d'avoir les outils, les systèmes et les méthodes, ainsi que les stratégies qu'il faut, étape par étape, pour structurer leur activité, passer d'un solo entrepreneur, d'un solo businessman, d'une personne qui fait tout, oui, qui gagne peut-être de l'argent, mais qui n'arrive pas à structurer son activité, qui n'arrive pas à signer de plus gros deals, de meilleurs clients, à pouvoir le faire. C'est la problématique qu'on a dans cette masterclass. Le nombre de places sur la masterclass est très limité parce qu'on a envie de construire une communauté autour des entrepreneurs avec Eman à qui on apporte de la valeur. Donc, allez dès maintenant sur podlaplus.com pour prendre votre place à cette masterclass-là, exceptionnelle et complètement inédite sur podlaplus.com. J'ai hâte de vous voir de l'autre côté. Eman a hâte de vous voir de l'autre côté. Ciao. Et puis, bon, voilà, ça te permet de te mettre à ton propre compte, comme c'est ça que toi tu as scrit. Nous, on est en train de bâtir une organisation. Et le dernier point que je voulais mentionner, pour ne pas parler de trahison, parce qu'en fait, les gens ne savent pas que pour augmenter son taux de réussite, il faut augmenter son taux d'échec. Mais moi, je suis croyant et je ne m'amuse pas avec ce que je lis dans la Bible. Donc, la plupart des gens qui sont croyants, chrétiens, ils connaissent la parabole du semeur. Moi, je te pose la question. Sur les 5 graines, combien a poussé? Combien a poussé? Les 5 graines que le semeur a jetées, c'est plusieurs graines ou bien... Une seule, non? Combien a donné? Une seule, je pense. Voilà. Donc, ça veut dire que ton taux de réussite, lorsque tu recrutes des collaborateurs, quelque chose que tu as investi en eux, est de 20%. Donc, sur 5 graines, c'est une seule. Il dit le royaume des cieux est comparable à un semeur qui sort et qui sème des grains. Il y en a qui sont tombés ici, investissement n'a pas abouti. Il y en a qui a poussé, mais après, les autres sont venus. Il y en a là. Et puis, il y a une seule qui a fini par pousser, qui a grandi et qui a donné beaucoup de fruits. Donc, ton truc, c'est que tu te dis, OK, j'ai 20% de taux de réussite. Je m'investis dans 5 collaborateurs, il y a un seul qui reste. Et c'est ça, et c'est ce seul qui reste là et qui atteint une dimension. Celui-là va même atteindre une dimension. Tu as 5 qui atteignent cette dimension. Et 4 vont partir, il va rester un seul qui atteint la prochaine dimension. Donc, si tu mets cette dimension spirituelle dans les choses, en plus de ce que j'ai dit avant, tu ne vis pas mal le fait que quelqu'un t'aurait trahi. Mais tu dois comprendre quelque chose de très important. Tu n'es pas à ton propre compte. Tu es là pour bâtir une organisation. On viendra dans les détails après. Alors, quand tu parlais, tu avais parlé de 4 points. Quand j'ai fini de poser la question, tu as fini de parler de 4 points. Je crois que tu as parlé de 2 points. Est-ce qu'il n'y a pas 2 points par hasard sur lesquels tu as non, pas du tout. J'ai parlé de... Tu as parlé des 4? Oui, absolument. Okay. J'ai parlé de l'œuf et de la coquille. J'ai parlé de mon histoire à Istanbul, qui m'a montré que je ne peux pas m'en sortir seul. J'ai parlé de... Voilà. Donc, j'ai parlé de... Qu'on appelle ça? Ce qu'on vient de... Déterminer. Voilà. Donc, Ok, c'est parfait. Alors, il y a une question qui revient souvent. Quand on est en train de parler de bâtir une organisation, c'est la question du travailler dur, du labeur, si tu veux.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, je sais que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup et la plupart des entrepreneurs travaillent beaucoup. Mais encore une fois, on n'a que 24 heures dans une journée et j'ai l'impression que peu importe à quel point on travaille beaucoup, c'est pas toujours truc là. Mais on sait que dans les discours de motivation qu'on entend sur Internet, c'est que tout le monde dit il faut travailler dur, il faut travailler dur, il faut travailler dur. Est-ce que selon toi, travailler dur, la question c'est dans deux sens. Est-ce que selon toi, travailler dur garantit le succès? Et deux, à quel point, en fait, quelles sont les limites du fait de travailler dur quand on est entrepreneur, businessman et qu'on a envie de créer quelque chose qui dure, etc. Alors, au début, si tu as la mentalité solo, ok, tu travailles dur. Tu vois des collaborateurs qui font des merdes, tu les corriges. Tu es obligé de refaire les factures toi-même. Je me rappelle quelqu'un que je connaissais qui a une belle boîte d'eau minérale et qui designait les emballages qu'on colle sur le truc. Et il designait ça lui-même. En fait. Il dit, mais Joe, tu es malade ou quoi? Donc, parce que il faisait ce qu'on appelle en anglais le DIY, do it yourself. Do it yourself, Donc, et tu mets de l'industrie là-dedans, tu mets de la... Mais en fait, quand tu veux bâtir une organisation, tu dois transformer ce qui fait ta force en valeur, en culture. Tu vois un peu. Et donc, comme tu le sais, moi, quand je viens à Cotonou, mes collègues de Cotonou, ils rentrent dans ma chambre d'hôtel quand ils veulent, comment ils veulent. Mais ils me voient, ils connaissent mon rythme de travail, etc. Et parfois, ils sont avec toi. Ils ont honte de rentrer, en fait. Parce que le fait de travailler dur est devenu une culture, en fait. Et les gars sont gênés de rentrer. Et c'est-à-dire qu'ils disent, non, les gars, rentrez. Parfois, ils prennent du plaisir à être là. Mais ils savent que, tiens, le boss ne peut pas être en train de bosser et que nous, on va dire quoi? Le boss ne peut pas être en train de continuer à gérer des situations. Il faut qu'on soit là, etc., etc. Donc, du coup, tu dois partir de je travaille seul à je crée une organisation qui travaille. Je travaille dur à je crée une organisation. Donc, quand ça devient culturel, parce qu'en fait, la particularité entre toi, tu te débats et les gars t'abandonnent. Tu vois un peu. Tu connais pas Jonathan Bright. Tu as vu Bien comment. Sûr. Alors, c'est un gars, on a une organisation qui est huilée, en fait. Mais quand il organise un workshop, il va y aller 10 jours avant. Il va rentrer 10 jours après. Est-ce que tu vois? J'ai remarqué. Et il est tellement... C'est huilé, mais il est disponible. Tu vas penser qu'il est 10 personnes, en fait. Parce qu'il sait que s'il m'écrit à 3 h du matin, moi, il va répondre. Et qu'il y a une situation à 4 h du matin que lui n'a pas traité. Je lui ai tellement fait ça au point où il est à 100%. Donc, tu dois passer de c'est moi qui suis en éveil, je suis en train de faire le travail, à j'ai une organisation qui est en éveil. Mais pour ça... C'est fort, hein? Je veux qu'on répète la phrase. Je dois passer de c'est moi qui travaille, je suis en éveil, à une organisation qui est en éveil. Là, tu me poses la question, comment tu le fais? Comment on fait pour s'en arriver là? Par exemple, moi j'ai compris à partir d'un moment donné que si je veux fabriquer une personne des gens qui vont coacher des DG, ok, il faut que je leur donne, on va dire, les mêmes postures que les DG. Que les DG. Ok. C'est comme là, on vient à un workshop. La question c'est, est-ce qu'on trouve des appartements meublés dans Cotonou pour nos collègues ou bien on reste tous à Sofitel? Waouh. Et quel choix tu fais? Et on reste à Sofitel. Waouh. Parce que, en fait, alors, on veut généraliser une forme, une capacité. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on doit utiliser la même matière. Donc, si toi, tu as une conscience de DG, parce que tu es dans les endroits où les DG vont, mais assure-toi de ce que tes collaborateurs soient dans des endroits où les DG vont, pour qu'ils ne soient pas complexés. Parce que dans mon métier de coaching, quand on est complexé, on ne va pas s'en sortir. Ensuite, il y a des choses qui sont modélisables. Je donne des exemples simples. Tu vois, même dans les grandes entreprises qui font 5 milliards, 10 milliards, lorsque les vendeurs corporate, c'est-à-dire les gens qui vendent à des entreprises, n'ont pas une carrure de DG, c'est seulement le DG et le directeur commercial qui font de grosses affaires. Est-ce que tu vois ce que je dis un petit peu? Maintenant, si tu veux que des vendeurs corporate fassent des contrats corporate et discutent avec les grands DG, ils doivent s'habiller comme les grands DG. Visualise un peu. Rappelle-toi un petit peu les boîtes dans lesquelles, quand tu vois un commercial corporate, il est mieux habillé que le DG. Tu vas voir que le DG n'a pas besoin d'aller courir pour faire les affaires. Oui. Est-ce que tu vois un peu? Donc, on doit pouvoir modéliser pour dire qui moi je suis, comment je m'habille, qu'est-ce que je consomme, où je vais. Ils doivent tous consommer ça. Exactement. Donc, parce que tu veux de la duplication. Donc, toi, tu arrives à faire des deals de 15 millions, de 50 millions, de 200 millions. Donc,
quelle est la fabrique, quel est le profil, quelle est la matière première qui te permet de faire ça. Wow. Si tu veux créer le même moule, tu es obligé de prendre quelqu'un. Avec la loi du sommet, 20% de réussite. Encore Attends. Tu fais tout cet investissement-là pour encore espérer 20% de réussite? Parce que là, littéralement, on est en train de dire, ce que tu es en train de dire, c'est énorme, c'est-à-dire. Et moi, je l'ai vécu à Nairobi. À Nairobi, on était dans un hôtel 5 étoiles. Et toute l'équipe était dans un hôtel 5 étoiles. Parce que quand on était à Cape Town, j'ai commis une erreur de mettre l'école dans une... C'était le plus grand regret de ma vie. Je dis, whatever it will be costing, pourquoi est-ce que les autres viennent? Ils restent là. Et je veux qu'ils coachent ceux-là. Ils ne doivent pas être complexés par rapport à eux. Même matière première pour aboutir à la même fabrication. Wow. Parce que si toi, tu roules en grosse caisse et que tes collaborateurs, ils ont des parapluies, I don't know, quand est-ce que tu vas y arriver? Donc, c'est de cette manière que nous ralentissons la croissance, en fait. Puisque sans le savoir. Ah, mais, en fait, tu sais pourquoi est-ce que it hits me a lot? Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est pas technique. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas en train de parler de « Oh, il ne sait pas faire ça ». On est en train de parler de posture même dans laquelle on met les gens. Tu dis souvent, tu te dis, il faut créer les conditions pour orchestrer la croissance. absolument. Si les conditions ne sont pas créées, la croissance ne sera pas orchestrée. Absolument. Et nous, souvent, en fait, la plupart des entrepreneurs ne sont pas souvent focus sur les conditions. On est souvent focus sur, ils n'ont pas fait leur travail. Voici pourquoi ils n'ont pas fait leur travail. Ils sont faits, alors qu'en fait, on n'a pas créé les conditions de faisabilité du travail. Mais je vais te raconter une petite histoire. Je me rappelle en 2020, on a décidé de recruter des commerciaux. Je crois qu'on en avait recruté une bonne quinzaine. On les a payés, on les payait à 200 000 francs. Le premier qui a réussi à faire une grosse affaire de 7,5 millions l'a fait au bout de 8 mois. 7,5 millions. Ensuite, on a recruté des commerciaux à 500 000. Ceux qui étaient des particuliers, il y a une personne qui, avant la fin du mois, a fait 10 millions de chiffre d'affaires contre les 5 millions qu'on lui avait demandé de faire. Waouh! Voilà, c'était vraiment une top performance. Elle était vraiment bien. Mais la plupart des gens ont commencé par vendre à partir du 13e mois. Mais ils ont fait des contrats de 7 millions environ. Wow. Maintenant, on a recruté des commerciaux à 1,5 million. Et la plupart ont commencé par faire leurs grosses affaires à partir du 18e mois. Mais c'est des contrats de 30 millions au moins. Donc, nothing venture, nothing gain. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Dans la croissance, pas de définition. Moi, je dois à une de mes collègues commerciales le fait que nous, on est allé en RDC parce qu'on a tenté à plusieurs que ça n'a pas marché. C'est elle qui a eu le courage de nous faire entrer en RDC. Mais je sais combien on lui payait. Elle était mieux payée que la directrice financière. Oui. Son salaire était le double du salaire du double de la directrice financière. Parce qu'en fait, comme je dis, une commerciale corporate doit être traitée comme un DG. Waouh! C'est faux. Donc, je me rappelle, un jour, elle a voyagé en business class. Il y avait un client. Et le client disait qu'on était cher. Et a dit non, c'est nous qui n'avons pas de budget. Mais si elle avait voyagé en classe éco. Attends, le client disait avant que vous étiez cher. Yeah. Maintenant, il voit la commerciale. Quand il a vu en business class, il a avoué que c'est eux qui n'ont pas de budget. Waouh. En fait, maintenant, on parlera des conséquences douloureuses de ça. Oui, c'est quoi les conséquences douloureuses? Parce que c'est bien beau. C'est très beau. On a tous envie de faire ça. Non, mais c'est quoi le cost et les conséquences douloureuses de ça? La question que tu te poses, c'est de savoir, est-ce qu'il y a besoin de dépenser autant d'argent? Oui, oui. Tu vois ce que je viens de dire? Oui. OK. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dépenser moins? Moins. D'accord. Mais tu te rends compte progressivement que le business a une autre dimension. Je donne un exemple très simple. Je loge au Sofitel. Bon, c'est pas 150 000. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et puis, c'est plus de... Tu vois, c'est pas la peine. Tout le monde peut aller demander. Peut aller demander. Ça va. Mais imagine un instant que je rencontre une dame qui dirige une SCI à Abidjan et qui me présente à une autre personne. Et qui dit, c'est une référence en matière d'accompagnement des dirigeants dans l'espace Afrique de l'Ouest. Elle a dit sur le marché ouest africain et Afrique centrale. Et qu'elle dit ça à une autre personne qui dirige une grosse organisation d'SGI. Bon, c'est ce qui me rapporte le fait d'aller là-bas. Mais entre-temps, la trésor est tendue, papa.
trésor J'aime quand tu est dis ça. tendu, papa. J'aime quand tu dis La ça. trésor est raide comme une corde qui va sauter bientôt. Hein, c'est comme si tu tirais le diable par la queue. Comment tu fais? Et tu dis, Comment mais- tu fais pour naviguer? Non, mais moi, je comprends la plupart des gens. En fait, tu veux gravir la montagne, mais tu ne veux pas être essoufflé. Tu vois? Tu veux gravir la montagne, mais tu ne veux pas manquer d'oxygène. Tu vois? L'expérience majeure du fait de gravir une montagne, c'est qu'au fur et à mesure que tu montes, tu es essoufflé, en fait. Les gens ne veulent pas avoir des tensions. Je connais même des entrepreneurs qui ont des comptes d'épargne. Je ne comprends pas. Une entreprise ne devrait pas avoir un compte d'épargne? Ça n'existe pas, je ne connais pas. Une entreprise qui a un DAT, c'est une entreprise qui a un surplus de trésor. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, tu devrais recruter un comptable. Si tu veux que ton truc soit bien fait, tu as un comptable à qui tu payes. Si tu as une PME qui fait 50 millions, tu as un comptable à qui tu payes, on va dire, 300 000 à 500 000. Mais il n'est pas bon. Tu dois payer encore un cabinet conseil à qui tu payes extérieur. 200 000 et 300 000 mensuellement pour venir assister ce comptable-là, pour que tu n'aies pas de défis. Maintenant, si tu payes le comptable à 100 000, mais je te dis, papa, tu es en train de perdre de l'argent chaque jour. Chaque heure que tu fais là. Comment? Pourquoi? Comment? Parce qu'il ne passe pas bien les écritures. Nous, dans notre comptabilité, on a quoi? On a 2 contrôles de gestion, on a un trésorier, on a 2 comptables, on a 2 stagiaires dans notre département finance. Près de 7 personnes. Et puis la directrice financière elle-même. Et on sait combien on perdait avant d'avoir une équipe pareille. Parce que tu ne sais pas que tu perds de l'argent. C'est ça. Il y a un truc qui a l'air sur mon dit souvent, je dis, ce que ça te coûte de ne pas savoir, par exemple, comment faire 1 million par mois, c'est 1 million par mois. Oui. Et en fait, généralement, c'est ce qu'on ne sait pas qui nous coûte plus cher. Oui, maintenant, quelqu'un décide de payer 100 000 francs à un comptable, ou bien de confier la comptabilité à une secrétaire de direction, et à un cabinet à qui on paie 50 000, et qui vient regarder et faire les trucs, tu ne peux pas t'en sortir. Et cette erreur-là, 99% des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, font ça. Non, mais j'ai commis l'erreur. C'est pas que moi, je suis passé par là. Hein. J'ai dit non, prenons une personne, on va prendre un comptable externe qui va venir de temps en temps, et puis après, parfois, tu oublies quoi. Tu dis, bon, cette année-là, bon, ils sont obligés de déclarer. Bon, on a fait des trucs, non, mais ça te ralentit, en fait, parce que on va revenir à ça plus tard, mais la performance, c'est une question de dimension. Tu vois, j'ai pris la décision, par exemple, de densifier, de dire, OK, mes collègues, il y a des hôtels dans lesquels ils ne vont plus rester. OK? Et imagine un instant, je te donne des entretiens pareils. Tu payes un billet d'avion à un collègue pour 900 000 francs. Tu l'héberges dans un hôtel 5 étoiles pour, on va dire, 170 000 francs la nuitée sans la nourriture. Avec la nourriture, 240, 250 la nuitée pendant 5 jours. On est à 1 250 000. Plus son billet, on est à 2 millions. Son salaire, c'est 1 200 000. Quand vous rentrez, tu n'as pas de trésor pour le payer. Tu dis, mais mince, j'aurais dû le laisser à la maison. vous faites des économies. Oui. Mais la question est la suivante. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas compris pourquoi tu l'as envoyé à une formation, en fait. Tu l'as envoyé à une formation pour que lui qui payait à 1 200 000 te génère 3 millions, puis te générer 10 millions. C'est pourquoi tu l'as envoyé en formation. Donc maintenant, calculer arithmétiquement, le fait d'envoyer une personne en formation, donc son billet d'avion coûte 900 000 et son hôtel coûte 1 200 000, 250 000, et que son salaire est à 1 200 000. Donc ça va être de tout fait 2 millions et quelques, 2 millions 150. Donc tu dis, mais mince, si je l'avais laissé au pays, ben, j'aurais économisé jusqu'à 950 000. 950 000. Non, mais non, 2 millions 150 000. Et payer son salaire de 1 million 50 000. Et j'aurais payer 3 stagiaires qui sont à 300 000. Donc, tu as un petit regret, en fait. Mais avant de te rendre compte d'une chose, et ça, la plupart des gens ne vont pas vers cette réflexion. Non. Je manque de trésor pour payer son salaire. OK. Mais j'investis dans sa formation pour que lui qui faisait 3 millions puisse être en mesure de faire 10 millions. Et moi, je peux te dire quelque chose de très important. Ça arrive. Ça arrive à coup sûr. Donc, c'est amer. Tu le regrettes, en fait. Si tu dois réfléchir comme le commun des mortels, tu ne le fais pas, en fait. Tu ne le répètes même pas. Tu imagines l'instant qu'on amène 27 de nos collaborateurs à Dubaï pour une formation. 27? Oui, pour une formation. On avait un workshop, donc on les a amenés.
On était en tout 117 avec les participants. Et quand on n'est même pas rentré, il y a une qui m'a dit, pourquoi tu ne nous as pas payé notre salaire avant qu'on arrive? Moi, c'est la partie qui me miche. C'est la partie qui me miche. Et c'est la question que je voulais te poser parce que Non, mais quand tu parlais du truc, je voulais dire, comment tu gères? Parce que moi, j'ai déjà vécu ça et je vis ça tout le temps. Comment tu gères quand ils rentrent et tu as du retard sur le paiement du salaire et qui vient en fait te le demander en mode, ah boss, on est le 5, j'ai toujours pas reçu mon salaire, nanana. Mais il y en a qui ont dit, tu n'étais pas obligé de me faire voyager. Oui, mais comment tu fais ça? Non, mais c'est simple. Il n'a pas la dimension pour réfléchir à mon niveau. Et c'est pourquoi c'est moi qui suis le boss. Waouh. Non, je ne vais pas lui en vouloir pour ça. Sa petite pensée est relative au fait qu'effectivement, il a un loyer de... Alors, c'était à Dakar, un loyer de 250 000, mais de 500 000 à payer. Et je le comprends, en fait. Et il dit, mais je viens de Dubaï, j'étais dans un bel hôtel. Mais je reviens ici maintenant. Et puis mon propos me dérange, en fait. Donc, et je le comprends parfaitement. Mais je ne peux pas descendre à son niveau, en fait. Puisque, et d'ailleurs, comme moi je connais la loi des 20%, donc la parole des semeurs, je sais que je me teste en ayant le courage d'investir dans des gens. Donc, il y a 4 qui ne comprendront pas, qui partiront. Mais moi, j'aurais développé le courage d'investir dans les gens. Les prochaines personnes qui vont arriver, je vais le faire avec plus d'aisance, en fait. Et ça va avoir plus de résultats. Si tu vois un peu. Et je densifie mon organisation. Et c'est ainsi que tu fabriques une organisation qui est capable de porter le chiffre d'affaires et la croissance. Waouh. Et tu leur réponds quoi à ce genre de personnes souvent? Tu réponds rien, tu ignores juste? Seigneur, pardonne parce qu'ils ne savent pas, c'est pas ce qu'ils font. Comme je le dis encore une fois, moi, la dimension spirituelle, c'est quelque chose de très important pour moi. Moi, je gère beaucoup de situations parce que j'ai la Bible. Okay, j'ai pris le temps pendant 7 ans de lire un chapitre de la Bible chaque jour. Waouh. Est-ce que tu vois? Pendant 7 ans. Donc, je voulais comprendre à chaque fois, chaque sens de chaque verset, remis dans son contexte, etc., etc. Donc, du coup, Seigneur, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment tu veux qu'une personne qui est allée à Dubaï, ses parents savent qu'il est allé à Dubaï, ok? Donc, tu aurais dû effectivement le mettre dans un petit hôtel. Il y a des petits hôtels à Dubaï, n'est-ce pas? Au lieu de le mettre dans un hôtel de le mettre à Dera. À Dera, et voilà. Et au moins, il va aller à Dera Mall ou whatever, acheter des trucs pour ses parents. Maintenant, il rentre, ses parents lui demandent de l'argent. Il dit, mais c'est pas toi qui étais à Dubaï, là? Et tu dis qu'il n'a pas l'argent. Donc, socialement, je le comprends. Mais bon. Mais lui, il ne peut pas comprendre les choses à ma dimension. Mais moi, je sais qu'en fait, j'ai aussi obligé de rôder l'organisation. Et c'est ainsi qu'on rôde l'organisation. Et nos collègues, ils ont de l'aisance. Tu vas voir quelqu'un qui a 26 ans, il est avec les gens, et puis il n'a aucun complexe. Parce qu'en fait, il va là où ils vont. Il va mieux que là où ils vont. Imagine l'instant. Un jour, un DG est venu à Dubaï pour un workshop. Et un de mes collègues était venu au premier workshop qu'on a fait à Dubaï. Et le DG ne savait pas comment faire les courses à Dubaï, parce que c'était sa première fois. Et c'est le collègue qui l'a aidé. Tu imagines le respect? Le respect. Parce qu'il maîtrise. Magnifique. Donc, et ça, les gens ne savent pas qu'en fait, c'est comme ça que tu investis dans l'organisation pour générer du revenu. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Tu ne peux jamais avoir un chiffre d'affaires inférieur à ton dispositif. C'est pas possible. C'est pas possible. Le chiffre d'affaires est toujours... Et moi, je te félicite d'avoir déménagé. Quand je te voyais sur LinkedIn et que tu dis que tu allais déménager ton studio, j'ai dit, OK, ce gars, il a de l'élasticité dans sa tête. Ça veut dire que son business va exploser. Je savais en même temps aussi que ce n'était pas évident. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais t'en fais pas, mec. Tu as une autre dimension. Mais tu vas souffrir les douleurs de cette dimension. Et tu auras les lauriers de cette dimension. Et tu n'en as à parler à personne. C'est-à-dire que, même si tu expliques à quelqu'un qui ne comprendra pas. Mais Béni, c'est toi là, qui vas à Dubaï, tu es dans un truc, tu as la Air Vive, des trucs comme ça, tu as un studio, Podla, machin, Podla, Africa, des trucs comme ça. Tu viens de plaindre de quoi même? Donc, et tu dis que tu n'as pas la et tu voyages. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, il ne peut pas comprendre en fait. Mais toi, tu prends le soin de dimensionner le business. Donc, de mettre le business à la dimension qu'il faut. Et à un moment donné, encore une fois, ne recule pas des gens que tu dois coacher. Tu sais, en fait, la plupart des entrepreneurs se permettent de recruter des assistants. Oui. OK. Mais par définition, quand je recrute un assistant, ça veut dire quoi? Il assiste. Donc, tu recrutes un assistant comptable. Quelqu'un me dit, mais Emmanuel, j'ai un assistant comptable. Il dit, d'accord. Et il est où le restant comme comptable? Il dit, il n'est pas là. Il dit, mais il assiste qui dans la comptabilité? Il dit, c'est moi. Mais est-ce qu'il lui maîtrise la comptabilité? Il dit, non. Donc mais il assiste personne. Il est jeté là comme ça, il n'assiste personne. Parce que normalement, structurellement, si tu as un assistant comptable, il doit avoir un responsable comptable qui va assister. Maintenant, toi, tu ne maîtrises pas la comptabilité. Donc,
L'assistant ne fait rien. Il travaille en l'air. Il travaille en l'air. Et il n'y a personne qui est capable de regarder son travail pour dire, mais vous n'avez pas fait la déclaration. Il dit, mais le papier que j'ai signé, tu n'as qu'à le faire. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller le faire? Mais s'il y a personne qui peut le faire, son suivi au day-to-day, ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire le suivi, tu perds de l'argent, du temps, de l'énergie, tu prends des médicaments. Moi, je connais maintenant des gens, ils ont 32 ans, 35 ans, ils prennent des médicaments de tension. Moi, j'en ai 45, j'en ai jamais pris. Je ne comprends pas, comment on peut prendre à 32 ans médicaments de tension Parce qu'il met des assistants. Non, mais parce qu'il recrute des assistants. Que des assistants. Et non, tu as un assistant que tu payes à 150 000, je comprends, ok? Mais il faut que tu aies un responsable et commercial, un responsable, que tu payes à 300 000, 500 000 pour le mettre à l'aise. Tu vois ce que je dis un petit peu? Et maintenant, il va gérer 80% des idioties des gens pour toi. Et il n'y a que 20%. Les idioties des gens pour toi. Oui, et comme ça, il n'y a que 20% des qui va venir à ton niveau. Maintenant, si tout, ça veut te venir. C'est comme si le Noco se jette dans ton eau, je sais pas quoi, l'OME. Non, mais je sais pas. C'est le quotidien des entrepreneurs. Mais c'est le quotidien. Mais alors, moi, je comprends pas les gens. Il faut s'arrêter pour bâtir sa boîte. Tu vois, si tu ne veux pas te retrouver à cogner à chaque fois le seuil limite des 100 millions, le seuil limite de 250 millions, il faut t'asseoir pour bâtir ta boîte. Je ne demande pas, tu n'as qu'à payer des formations. Il n'a qu'à payer la formation, c'est justement. Tu n'as qu'à payer la formation. Parce que, en fait, quelqu'un m'a dit un jour de ne jamais télécharger des livres sur Internet. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que tu n'as pas la clé. Il dit, comment ça? C'est quelle clé? Il dit, l'argent qu'il faut payer pour l'avoir. Tu télécharges un e-book sur Internet. Tu n'as pas la clé. Il dit, l'auteur ne t'a pas donné la clé. La clé, c'est son royalties. Donc tu dois payer. Parce qu'en fait, j'ai dit, mais. Il ne peut pas payer le livre, quoi. Il est venu d'aller télécharger ça gratuitement. Donc tu n'as pas la clé, tu ne peux pas comprendre. Même si spirituellement, tu ne peux rien tirer de ça. C'est pour ça que quand le développement personnel est arrivé là, les gens qui achètent des livres, photocopiés, des trucs comme ça, ils n'en ont rien fait. Ils ont lu et puis ils répètent seulement. Ils répètent. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est pas de développer une entreprise, c'est d'aller faire conférence de développement personnel. Et quand ils deviennent malades, ils entendent la spiritualité. On a vu ça dans ce pays. Donc ils vont la spiritualité, des trucs, ils racontent des conneries. Est-ce que réussir est si compliqué que ça? Pour qu'on parle de zodiac, des trucs. Est-ce que moi je comprends pas. Parce que tout simplement, tu sais, quand non, je ne peux pas décrire. Non, moi j'ai vu plein de mes amis, ils disent, non, mais tu as la spiritualité, le spirituel, le kantisme, des trucs comme ça. Je dis, mais tu as lu trop de livres que tu n'as pas payé. Tu as lu trop de livres que tu n'as pas payé. Tu as regardé trop de vidéos sur YouTube et tu n'as pas payé pour des formations, de vraies formations qui vont te faire franchir l'étape de la mise en œuvre. Et donc, quand tu tournes en rond, tu sais. Moi, je lisais un jour le livre Secret de l'esprit millionnaire de Harv Eker. Il dit, ce n'est pas parce que vos objectifs sont trop élevés que vous ne les atteignez pas. C'est parce qu'ils sont trop bas et vous les atteignez trop tôt et vous tournez en rond. Si une personne, ce qui l'intéresse, lui, c'est de lire des livres qu'il n'a pas payés en général et d'impressionner les gens avec. C'est tout son objectif, ça. Il va aller où? Moi, un jour, quelqu'un me dit mais que lui fait du développement personnel et qu'il aimait coacher les DG. Et il dit, tu vas les coacher avec quoi? Il dit, bon, non, je suis un expert en motivation. Il dit, mon frère, il t'a expliqué. Aucun DG n'a besoin de motivation. Aucun DG qu'on connaît, il n'a pas besoin d'être motivé. Parce que, motivé, quand il est motivé, là, 2 minutes après, il a une information qui le démotive. Donc, tu ne peux pas. C'est pourquoi, comment ça s'appelle? Zig Ziglar disait que la motivation, c'est comme prendre un bain. À peine tu as pris ça, ça se sèche. Donc, tu es expert en motivation, tu vas motiver qui? Est-ce que tu as dit que moi j'ai besoin de motivation? Non, moi j'ai besoin de structuration, j'ai besoin de stratégie, j'ai besoin d'innovation. Tu vois un peu. Et tu vas lire des livres, pensée positive, attitude positive, attitude, etc. Tout dépend de sous quel angle tu vois les choses, voir le verre, moitié vidéo, c'est une question de... Non, mais parce que tout simplement... Non, je suis sérieux. Les gens ne sont impressionnés que par le fait d'impressionner les gens. Alors il faut bâtir une boîte qui n'impressionne personne, mais qui est ton... Et tu imprimes dedans chaque jour. Tu imprimes dans la boîte chaque jour. Moi enfin, quand je suis silencieux, c'est qu'en fait, je pense au next step. Tu vois? Parce que la croissance, il y a un truc qui permet de faire la croissance. Et on est d'accord tous avec ça. Ce sont les projets. On appelle ça les projets marketing et vente. Donc, tu crées une nouvelle offre. Tu crées une nouvelle campagne. C'est ça qui permet de créer de la croissance.
Mais à un moment donné, si tu es le seul à créer les offres et créer les campagnes et les piloter, tu es ralenti. Maintenant, si tu prends des assistants marketing ou assistants community manager pour gérer les campagnes pour toi, tu es obligé d'entrer là-dedans et tu ralentis le délai d'exécution des campagnes. Et quand tu ralentis le délai d'exécution des campagnes, tu ne peux pas générer du chiffre d'affaires. Maintenant, si tu recrutes des gens qui savent le faire, qui peuvent être en train de le faire, quand tu as fini de faire la stratégie et ils prennent le relais, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à travailler sur la prochaine campagne. Tu fais la stratégie, ils prennent le relais. Tu travailles sur la prochaine campagne. Et pendant que tu travailles sur la stratégie, le chiffre d'affaires est généré. Alors que dans l'autre sens, le chiffre d'affaires est bloqué par la génération de nouveaux chiffres d'affaires est bloquée par ta capacité. Ton rythme. Wow. Ton rythme. Wow. Parce que tu es le seul à pouvoir réfléchir. Moi, je te donne un exemple. En fait, et c'est pourquoi, tu vois, j'adore ce travail parce que j'ai l'impression de guérir, tu vois, beaucoup de mes confrères, de mes trucs et de me guérir moi-même par cet exercice-là. Cette semaine, je crois que j'ai envoyé 3 ou 4 offres à 3-4 entreprises. Et il y a des offres que j'ai envoyées le mardi, d'autres que j'ai envoyées le mercredi, d'autres que j'ai envoyées le jeudi, et il y a une dernière que je dois envoyer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis la seule personne dans l'entreprise qui écrit des offres, tu vois. Et mon assistante m'écrit, monsieur, il y a telle offre là qu'on doit envoyer à une entreprise depuis le lundi, mais on est jeudi, on l'a toujours pas envoyé. Je dis, oui, mais t'as vu que... Quoi? Je suis occupé, non? Je suis occupé, mais comment tu voulais que je fasse ça? Tu as vu mes journées, à quel moment je pouvais me poser pour faire ça? Et en fait, on est vendredi, il y a des offres qu'on n'a toujours pas envoyées. Et je me suis posé en venant au bureau, je me suis dit, l'offre là maintenant, je vais finir le podcast avec Eman à quelle heure et je vais aller bosser dessus à quelle heure et mon graphiste doit pouvoir le mettre en forme à quelle heure et je vais l'envoyer à quelle heure. Et ça là, c'est pas sûr que ça puisse partir. Hein. Je vois ça, c'est certainement lundi que ça va partir maintenant, tout ça. Et je me rends compte que, en fait, tout ce que tu dis là, je me retrouve et je sais que tu vois, tous les entreprises se retrouvent dedans parce que tout tourne autour de nous. C'est nous. Si on ne le fait pas, personne ne le fait. C'est nous, on doit faire. C'est nous, on doit suivre la qualité de ceux qui font. Parce qu'on recrute des assistants. Je suis désolé. Mais quand tu recrutes un expert, tu ne vas pas passer ton temps à suivre derrière ce qu'il fait. Tu ne vas pas double-check tout ce qu'il fait. Tu ne vas pas lire tout ce qu'il fait. Non, tu lui fais confiance parce que tu recrutes quelqu'un qui est à ton niveau. Tu le payes ce que tu aurais payé si toi-même on devait te recruter. Et donc, en fait, tu es à l'aise. Mais quand tu passes ton temps à recruter que des assistants, parce que tu ne veux pas payer beaucoup aussi, en fait, tu payes le prix ailleurs. Finalement, tu as une organisation qui est petite. Tu ne le sais pas parce que you are busy. Tu es occupé à beaucoup travailler. Donc, parce que tu travailles beaucoup, tu as l'impression que, mais en fait, je fais du chiffre. Et à la fin du mois, tu vois les chiffres, tu te rends compte que, mais en fait, je ne fais pas du chiffre. Je brasse du vent. Donc, tu as une organisation à moins de 500 millions. Et en fait, tu te dis que tu ne sais pas que tu es une toute petite entreprise, justement, en fait. Mais la raison pour laquelle tu es une toute petite entreprise, tu ne le sais pas. C'est simplement parce que tu n'es pas en mesure, justement, d'accéder à cette dimension-là, de faire les investissements, de prendre les décisions qui te permettent d'accéder à cette dimension. Et tu vois, quand tu as parlé de notre déménagement, c'est arrivé là. C'est-à-dire, moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai des amis, j'ai des gens qui ne comprennent pas. En fait, je discute avec des gens, ils sont en mode... Comment Et de nous, Et tu te rends compte, il y a des gens qui sont tellement pessimistes qu'ils attendent notre échec. Ils se disent, non, ils ne peuvent pas gérer ce niveau-là. Donc, on attend que dans 3 mois, dans 6 mois, ils annoncent le bilan et qu'ils disent que, bon, au final, là, vous aviez raison, et tu vois. Maintenant, un point dont j'ai envie de parler, c'est le volet commercial. Il y a un point, quand on parle de croissance et de construction, du passage de l'étape de solopreneur, j'ai une toute petite entreprise. J'ai envie de dire que tous les entrepreneurs qui font $1 million ou qui font moins d'$1 million l'année, le cas savoir qu'ils sont une toute petite entreprise. Et c'est incroyable parce que quand on s'est tous lancés dans le business, faire le $1 million, c'était le Saint Graal. Tu vois, c'est un mode, j'ai réussi, tu vois. Et après, tu découvres que tu es une toute petite entreprise et c'est rien. Et donc, en fait, entre ce niveau-là, au niveau où en fait tu fais des milliards, il y a un point qui est très important. C'est le point de la vente. C'est le point du commercial. C'est le point des offres. C'est le point de comment faire rentrer l'argent dans l'organisation. J'ai voulu commencer par l'étape de l'organisation en elle-même parce que je me suis rendu compte d'un truc. Tu vois, moi, je suis closer. OK? Et la dernière des choses ou la dernière difficulté que j'ai sur n'importe quel projet, c'est vendre.
quand je lance n'importe quel projet, j'ai jamais de difficulté à trouver des clients. Je trouve toujours des clients. La raison pour laquelle mes projets ne passent jamais un niveau incroyable, c'est toujours à cause du dispositif. Dispositif du personnel. C'est-à-dire, quand je ramène les deals là, est-ce que j'ai des gens qui sont capables de les délivrer? Ou est-ce que je suis encore obligé moi-même de les délivrer? Et du coup, c'est toujours là que j'ai le problème de skilling. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on commence d'abord par parler de tout ce qui est humain, genre ressources et tout, etc. Et du moment qu'on a une bonne organisation, qu'on sait comment mettre le dispositif en place, à recruter les bonnes personnes, tout ça, là maintenant on peut s'attaquer encore au commercial, parce que tu sais que quand tu scales le commercial, tu scales les problèmes. Toi, quelle est cette leçon-là, quelle est la structure que tu as mis en place dans ton business qui t'a permis, la structure commerciale? Aujourd'hui, je sais qu'à HNC, vous avez des dizaines de commerciaux. Mais genre, quand on va au workshop, il n'y a qu'à voir dans la salle, ils sont partout, et tout, etc. À quel moment tu as compris qu'il te fallait autant de commerciaux pour faire les chiffres que tu avais envie de faire? Et à quel point c'est important pour toi le département commercial dans une entreprise, si on veut passer d'une toute petite entreprise à une moyenne entreprise ou une grande entreprise? Merci, Benny. Alors, la croissance est une question de nombre. Donc, toi qui fais du closing, tu comprends qu'il y a un nombre de coups de fil qu'on peut passer par jour. Il y a un nombre de rendez-vous qu'on peut passer par jour. Ensuite, il y a la qualité des deals qu'on peut closer. Donc, si nous prenons, on va dire des deals moyens de 1,5 million. Je vois que moi, je vise l'objectif de chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, de faire, on va dire 720 millions de chiffre d'affaires. Donc, 720 millions de chiffre d'affaires, ça fait 360 millions par semestre. Divisé par 6 mois, ça fait 60 millions de mois. Si je considère les 20 jours de la semaine, du mois, ça me fait 3 millions la journée. Très bien. Maintenant, je sais que j'ai des commerciaux qui sont capables de faire des closings de 1,5 million. Mais, après avoir pourchassé, on va dire, prospecté, suivi, on va dire, 100 clients potentiels. Mais 100 clients potentiels, il ne peut pas passer plus de 25 coups de fil par jour. Donc, ça veut dire que dans le meilleur des cas, ils feront une vente par semaine. N'est-ce pas? Oh, moi, j'ai besoin de faire 5 ventes par semaine pour faire donc du coup mes 720 millions. J'ai besoin de combien de commerciaux? 5. 5. Très bien. 5 qui ont parfaitement le profil de pouvoir, au bout de 100, en suivant 100 clients, de closer en une semaine, donc 25 appels par jour, non, on va dire 20 appels par jour, de closer 3 millions. OK? Donc, j'ai besoin donc du coup de 5 personnes comme ça, mais j'ai 2. Donc, on appelle ça la dichotomie. C'est-à-dire que c'est dichotomique. Puisque tu as besoin de faire 5 ventes. Pour faire une vente, il faut 100 coups de fil. Une personne va faire plus de 20 coups de fil par jour. Donc, il fera 100 coups de fil par semaine. Et il fera donc du coup une vente de 3 millions par semaine. Donc, si tu veux faire 5 ventes de 3 millions, donc 5 jours de vente, pour avoir ces 720 millions, tu es obligé d'avoir 5 vendeurs. Donc, mathématiquement, tu ne peux pas avoir moins de 5 vendeurs. Voilà. Si tu as 4 vendeurs, tu as décidé mathématiquement de ne faire que, on va dire, 12 millions par semaine. Donc, c'est-à-dire de faire 4/5 de ton objectif de chiffre d'affaires. Donc, conséquence, tu feras 4/5 de 720 millions. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique. Maintenant, donc, du coup, ce qu'on on te demande, c'est que tu parles du chiffre d'affaires que tu veux faire. Et tu te poses la question de savoir quelles sont les conditionnalités. Donc, combien de coups de fil il faut passer pour faire combien de ventes? Il faut passer 100 coups de fil. Sur la base de ce qu'on a fait avant, on passe 5 coups de fil et on a une vente. Mais c'est au bout d'une semaine parce qu'on fait 20 coups de fil par semaine. OK. Si pour faire 700 millions, j'ai besoin de combien de coups de fil par semaine? J'ai besoin de closer combien par semaine? Donc, 15 millions par semaine. Donc, par conséquent, il me faut 5 vendeurs. Donc, je recrute les 5 vendeurs. Si je recrute 2, j'ai décidé de faire 40% de mon objectif de chiffre d'affaires. Et pourquoi tu penses que cette vision mathématique-là de la croissance, la plupart des entrepreneurs ne l'ont pas? Et on se dit juste, on veut faire, comment on pense souvent, on se dit, on veut faire 720 millions, oh, je recrute des commerciaux. 2, c'est bon déjà. Pourquoi on fait ça? Tu sais, il y a quelque chose de très déprimant en ad management, digital ad management. C'est que tu veux démarrer une campagne
Et Google Ads ou Facebook te dit, OK, sur la base de tel budget, tu ne vas closer que 2 ventes. Et tu dis, mais moi, je veux closer 50 ventes. Il dit, pas de suffit. Augmente le budget. Mais tu veux le budget physique. Et tu dis, non, pas autant. On n'a que ça pour l'instant. Et il te dit que tu dois dérouler la campagne sur moins 46 jours pour que l'algorithme puisse bien maîtriser et que ça devienne une machine. On voit des gens le faire. On veut atteindre cette machine-là. Mais nous, on veut faire 7 jours de campagne. Et là où il faut mettre $250, on a décidé de ne mettre que $20. Et on est surpris de voir qu'à la fin, on n'a pas les résultats. Donc, c'est mathématique. Et donc, maintenant, si tu me dis, je n'ai pas l'argent pour, n'est-ce pas, mettre autant dans le Google Ads ou bien Facebook Ads, c'est que tu es en train de dire, je n'ai pas l'argent pour faire mon chiffre d'affaires. Parce que c'est une question de proportion mathématique. C'est-à-dire que j'ai tourné, j'ai retourné, je suis allé à gauche, je suis venu à droite. Je suis toujours victime de la proportion mathématique. Donc, la question la plus importante que moi je me pose, c'est de dire, OK, quelles sont les conditionnalités? Quel est le profil des gens qu'il faut pour que je puisse faire mes chiffres? Et je ne vais pas me tromper. Il n'y a pas de la dichotomie interdite en management et en modélisation de la croissance. Si tu es dichotomie, tu n'y arriveras pas. Je donne des exemples simples. Imagine que toi, tu veux développer, par exemple, une chaîne de salon de coiffure, une chaîne de restaurant fast-food, ou, on va dire, une chaîne de réparation de téléphone portable. Voilà. OK. Mais le principe dit, bon, dans un quartier, qui va te permettre de faire du chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait, par exemple, 10 000 personnes, je dis n'importe quoi, dans une zone, on va dire 10 000 personnes qui ont un revenu moyen de 300 000. Est-ce que tu vois? Pour que tu puisses faire ton objectif de 150 millions dans la supérette, dans le salon de coiffure ou whatever. Très bien. Maintenant, c'est la zone précise, on appelle ça la chalandise en marketing. C'est dans cette zone précise que toi, tu dois installer pour pouvoir faire ton chiffre. Bien. Donc, tu dois pouvoir le calculer à partir de la data et on te dit que c'est précisément cette zone-là. Et il y a même de façon équidistante, il y a un endroit précis, quand tu le mets, driver les gens vers le point de vente va être plus facile. OK. Maintenant, tu as fait le tour et quand tu arrives là-bas, on t'a dit le pas de porte, c'est 15 millions. Donc, pour pouvoir faire commerce là-bas, c'est 15 millions. Celui qui était là dit, moi, je faisais le commerce, on appelle ça pas de porte, 15 millions. Ça ne dit pas au Bénin, par exemple, mais ça se dit à Côte d'Ivoire. Même au Sénégal. Donc, quand il y avait sa boutique quelque part, et tu veux te servir de la boutique, tu payes un pas de pote. Est-ce que tu vois? Même s'il n'est plus là-bas, tu payes un pas de pote, en plus du loyer. Donc, on te dit le pas de pote, c'est 15 millions. Et que le loyer, c'est 1,5 million par mois. Tu dis, c'est trop. Maintenant, tu dis que toi, tu as trouvé un endroit, n'est-ce pas? Où tu vas mettre ton magasin, où tu vas mettre ton salon, où tu vas mettre ton truc là. Ta boulangerie, tout ce que tu veux. Et ton restaurant, ce que tu veux. Et l'endroit ne correspond pas aux critères pour faire les 150 000. C'est-à-dire, il faut au moins 10 000 personnes qui ont un revenu de 300 000 par mois. Tu vas mettre ça dans un endroit où il y a 15 000 personnes dont le revenu maximum est de 50 000. Donc, proportionnellement, tu as décidé de ne pas faire ton objet de chiffre d'affaires. Sans le savoir. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui dit... Prenons la zone de Cotonou. On va dire Cotonou et ses périphéries. Moi, je vois des gens, ils vont mettre des hôtels à Cocody. Oui, mais c'est incroyable. J'ai une histoire. Il investit des millions là-dedans. Des millions. Mais ce n'est pas l'endroit. C'est incroyable. C'est pas dégueu. Non, mais comme c'est là-bas où il a trouvé le terrain, où il a acheté un terrain il y a 10 ans. C'est là qu'il veut le mettre. Mais tu ne sais pas dire, mais quel est l'endroit précis, suivant quels critères, data, données précises, avec quel type de client drivable que je peux envoyer là-bas. Et les gens passent pas dans les bas-fonds pour aller dans ton hôtel. On appelle ça motel Bésodrome. Donc finalement, pour finir, les gens viennent juste là pour... Tu vois ce que je dis un petit peu, tu vas dans mes péchés. Et donc ton hôtel ne peut pas être un hôtel, c'est pas possible. Il y a des critères précis en fonction du chiffre d'affaires que tu veux faire, que ton hôtel, en fonction de l'emplacement, la qualité du lit, la qualité de plein de choses. Si tu te permets d'être approximatif là-dessus, tu rates le chiffre d'affaires. De dégrader ça, tu dégrades tout. Et c'est incroyable, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit que j'ai envie de partager sur ce truc pour dire à quel point c'est tellement profond. Il y a Richard Jovi, tu connais Richard Jovi certainement, qui dit que s'il a 300 000 par mois comme chiffre d'affaires pour
son activité, il mettrait 150 000 dans le loyer. Les gens criaient sur Internet. Les gens n'ont pas compris. Il dit, OK, je vous explique pourquoi. Vous allez louer, vous avez un magasin de quoi que ce soit, et vous allez louer à Godomé. Godomé, un quartier truc là, populaire du Bénin, pour vendre vos pour vêtements. Venir là-bas, tu es obligé de rester à l'étage pour indiquer aux gens. Vous êtes là-bas et vous payez 30 000 francs, c'est bien. Vous économisez beaucoup d'argent. OK. Moi, je prends le local dans la Révive. Petit local, 150 000, 200 000, ou je prends un Kadjaron, 200 000. Mais à cause de mon emplacement et du trafic que j'ai, de la visibilité naturelle que j'ai, à cause de là où je suis positionné, et à cause de ce positionnement-là, je vais faire 10 fois plus de chiffre d'affaires que toi. À la fin de la journée, qui est d'accord, qui est plus riche? Oui, tu économises 120 000 francs sur le loyer, je paie 120 000 francs sur le loyer, mais à la fin, je gagne plus d'argent. Et il y a un exemple qui m'a vraiment réel, qui m'a mis KO. C'est le père d'un ami à moi, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et l'échec aussi de ce business-là a contribué à ça. Il a fait un hôtel à Porte-Novo. Un grand hôtel dans un coin paumé de Porte-Novo. Il a dépensé des milliards. À la fermeture de l'hôtel, je suis allé là-bas et j'ai vu. Et en fait, après ça, moi aujourd'hui, ils essaient de revendre l'hôtel. C'est difficile de revendre l'hôtel parce que à cause de l'investissement que le papa a fait, eux tous ils ont mis la valeur perçue de l'hôtel à un niveau. Or, en fait, pour les gens, c'est pas l'investissement qui définit la valeur. C'est là où ça est. La chalandise, on appelle. C'est la chalandise. Et eux, ils ne comprennent pas. Du coup, c'est difficile pour eux de trouver un acheteur parce qu'ils sont en mode, OK, on a dépensé 3 milliards, 4 milliards pour construire le truc et vous nous proposez de l'acheter à 500 millions. Ce n'est pas possible. Nanana. Et aujourd'hui, en fait... Et le même hôtel, tu le déplaces sur le boulevard de la Marina. Ça coûte... Mais et aujourd'hui, en fait, justement, en me côtoyant mon ami là, justement, en fait, il se dit tout le temps, on est dans la voiture, il me dit, Benny, imagine si mon père, en fait, cet investissement-là, il avait fait sur le boulevard de la Marina, s'il avait fait à Fidosé, s'il avait fait, tu vois, en plein Sainte-Ville, il avait fait à Kadion. Imagine aujourd'hui combien ça vaudrait. Et le business n'aurait même pas échoué parce que le business a échoué à cause du trafic. Absolument. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui venaient dans l'hôtel. Et en fait, c'était complètement à côté. Pourtant, il avait investi des milliards. Et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est des niveaux de... En fait, si tu veux, le défi avec la modélisation, c'est pas toi qui décides en fait. C'est-à-dire que pour chaque niveau de chiffre d'affaires que tu veux atteindre, il y a un niveau structurel. Il y a une infrastructure. Il y a une équipe. Il y a des compétences. Il y a une technologie. Donc, et c'est dimensionné. Par exemple, nous, on a créé un modèle où, suivant que... Je donne des centres, c'est ce qu'on appelle l'identité institutionnelle. On en avait parlé dans l'identité institutionnelle, qui fait que quelqu'un a une identité institutionnelle plus forte que toi. Donc, par exemple, si tu es dans le BTP, quelqu'un n'a pas une forte identité institutionnelle, tu fais de la sous-traitance. Je me rappelle. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, comment tu fais pour avoir de l'identité institutionnelle en ayant quelqu'un qui fait du RP pour toi? C'est pas réseaux sociaux, RP. Qui va dans des événements pour toi. Qui crée des événements pour toi, qui te met par exemple comme panéliste. Est-ce que tu vois un peu? Rien que le fait que tu interviens en tant que panéliste, ça augmente automatiquement de 40% ta cote. Donc si par exemple, quelqu'un voulait te donner une affaire de 10 millions, il est obligé de dire, vu là où je l'ai vu, la façon dont il est habillé, je ne peux pas oser lui dire de payer 10 millions. Il va dire 14 millions. Est-ce que tu vois un peu? Donc du coup, tu dois renforcer ton identité institutionnelle. Donc ce sont ces petites choses-là qui créent de la croissance. Qu'il faut que, par exemple, eh bien, les gens ont peur. Les gens ont peur de venir vers toi pour dire, voilà, ils ne vont pas dire du prix n'importe quoi parce qu'ils mettent la barre de ta valeur à un niveau extraordinaire. Donc, parce que la stratégie est plus importante que... Laissons l'équipe. On sait tous faire de la vente. On peut former des commerciaux sur la vente. Ce n'est pas ça le défi. C'est d'abord la stratégie. Donc, comment tu as modélisé ta croissance? Donc, s'il y a la dichotomie par rapport à la chalandise, on en a parlé, donc tu ne vas pas t'en sortir. Si par exemple, la structure organisationnelle, je donne un exemple simple. Quelqu'un me dit, Eman, nous on veut 1 million de clients. J'ai dit, d'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, on a une application du coup de mobile payment. J'ai dit, d'accord. Est-ce que tu sais combien ça coûte pour sécuriser un serveur en cloud pour 1 million de clients? Est-ce que tu sais quelle est la bandwidth dont tu auras besoin? Il dit, oui, on a calculé. Il dit, quel est le montant? J'ai vu que le montant était dichotomique. Il n'avait aucune idée de quelle est la capacité de serveur qu'il faut pour gérer des flux de 1 million de clients en simultané. Qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il va lancer sa boîte,
il lève du financement éventuellement et le serveur crash. Et les gens voient que le site ne marche pas bien, l'application bug, etc. Tout simplement parce qu'il ne sait pas numériquement, infrastructurellement, technologiquement, quel est le type d'infrastructure qu'il faut pour faire son objectif de 1 million. Et les gens ont des ambitions et ils ne se disent pas quelle est la structure qu'il faut, quelle est la technologie qu'il faut. Quel est l'investissement qu'il faut. Quel est le leadership modèle. Par exemple, quand tu as une entreprise qui est dans le digital, une start-up, tu ne dois pas jouer le boss. Beaucoup de start-up sont tombés. Ils sont entourés d'ingénieurs qui aiment être libres, qui veulent marcher avec des casques, qui s'habillent comme ils veulent, ils viennent en retard, on ne leur dit rien, etc. Et puis ils se posent dans le jardin pour coder, on ne leur dit rien. Il est où, on ne te demande pas lui, on voit qu'il rend son travail, on regarde sur Slack ou bien sur MS Teams, on voit que ses travaux sont en train d'être montés, c'est tout. Donc si tu es bossy, en termes de leadership modèle, si tu es bossy par exemple, et que tu crées une start-up dans la technologie, les gens vont te quitter. Les meilleurs ingénieurs ont besoin de liberté. Ils ont besoin de liberté. Ils ont envie de travailler comme ils veulent, à leur rythme. Ils sont prêts à veiller pour traiter un bug ou prévenir un bug, coder des trucs pour toi, mais ne les fais pas chier. Donc, c'est modélisable en fait. Donc, quand les gens sont dichotomies par rapport à mon ambition de chiffre d'affaires, quelle est l'infrastructure qu'il faut? Quelle est la technologie qu'il faut? Quelle est la taille humaine qu'il faut? Quel est le leadership modèle? Quelle est la culture d'entreprise qu'il faut? Quand il y a dichotomie, tu ne feras pas le chiffre. Tu ne peux pas y arriver. Mieux, si tu vends à des millions de personnes, tu es dans le mass market. OK. Tu vas rencontrer beaucoup de nos amis qui disent qu'ils sont dans le mass market. Ça veut dire qu'en fait, ils vendent à des millions de personnes. Ou disons même 100 000 personnes. Mais la plupart ne savent pas quelle est la notoriété qu'il faut pour pouvoir vendre à 100 000 personnes. Ils ne savent pas que, par exemple, pour vendre à 100 000 personnes, il faut de notoriété auprès de 2 millions de personnes. Maintenant, si tu fais avec une notoriété auprès de 2 millions de personnes, ce n'est pas par Internet. C'est limité. Non, oui, mais parce qu'en fait, toi et moi, on n'a pas encore 100 000 followers. Toi, tu as 100 000 followers. Moi, je n'ai pas 100 000 followers. Est-ce que tu vois un peu? Et dans la niche dans laquelle je suis, si j'ai 100 000 followers, ce serait vraiment un exploit. C'est quoi? C'est 100 000 rocades d'entreprises. Tu vois? Mais pour que 100 000, tu sois followé par 100 000 rocades d'entreprises, il faut que tu sois connu par 10 millions de rocades d'entreprises. Parce qu'eux, là, ils ne suivent pas n'importe qui. Oui. Ils regardent, ils disent, bon, j'ai vu. Bon, la prochaine fois. La prochaine fois. Et puis voilà, tu vois ce que je dis un petit peu. Maintenant, donc, du coup, quand tu proposes donc, il y a un lien de cause à effet. Et donc, il y a un lien structurel. Il y a un lien mathématique. Mais quand moi je le dis, les gens pensent que c'est de la blague. Je vais donner un exemple simple. On travaille avec une compagnie d'assurance et on a vu que leur agence qui fait plus de chiffres est designée, c'est-à-dire pas possible. Et sur une artère principale, à deux personnes qui sont SAV, plus un technico-commercial, plus une chef d'agence, et des commerciaux qui viennent là-bas. Et que dehors, la chalandise est telle que quand tu viens, tu sais que c'est un assureur qui est là. Donc, j'ai demandé, OK, quel est le chiffre d'affaires que les gens apportent directement? Et on a vu que sur 900 millions de chiffre d'affaires, les gens apportent 470 millions de chiffre d'affaires directement. Donc, ce qui veut dire que les 300, qu'on appelle ça, les 430 millions de chiffre d'affaires différenciantes, sont apportés directement par la chalandise. Et le fait qu'ils ont designé le dehors, et ça attire les gens. Et quand ils entrent, le design intérieur là. Maintenant, je suis allé voir une autre agence qui peine à faire 50 millions. C'est le jour et la nuit. Et dans un blog là, c'est fait comme un centre, un coin de Western Union et de photocopie. Donc j'ai dit non, mais c'est pas possible. Donc, on va dans notre pays, donc on a pu modéliser pour dire, pour que la barre des 500 millions de chiffre d'affaires soit franchie par une agence d'une compagnie d'assurance, voici ce qu'il faut faire. Voici les critères. Doit être sur acteur principal. Doit avoir au minimum tel nombre de mètres carrés. Doit être designé de manière suivante. On doit avoir des grands panneaux qui sont sur la baie vitrée. On doit avoir au moins un chef d'agence. On doit avoir au moins 2 personnes en SAV qui font la production et un technico-commercial. On doit avoir une équipe de 15 personnes qui tournent autour de l'agence. Et donc, quand tu suis ça à la lettre, forcément, tu fais les En fait, c'est que ça devient un peu une mathématique, quoi. Ça devient un peu mathématique. Non, mais j'ai lu un livre qui s'appelle Predictability. Donc, au début, quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai dit, mais non, ils se foutent de nous. Comment la vente peut être prédictive? Ils m'ont pris Dieu, et puis il y a une vente qui sort, et puis après, il n'y a pas une vente qui sort, etc. Nous, on fait des trucs ici. Et j'ai vu qu'il y avait de la dichotomie dans ce que je faisais. Tu vois un peu? Il y avait de la dichotomie mathématique. Et quand il y a la dichotomie mathématique, tu es incapable de faire le chiffre d'affaires. Je donne des exemples très simples. Tu vois,
Avant, c'est moi qui faisais les offres. D'accord? Et puis ensuite, j'ai proposé à un de mes collègues de prendre le relais. D'accord? OK. Et malgré le fait qu'il a pris le relais, le défi qu'il avait, moi j'étais occupé et je n'avais pas à valider les offres, lui aussi avait les défis. J'ai compris en fait que non, pour qu'une offre puisse sortir de chez nous, une personne ne peut pas travailler là-dessus. Donc on a créé une chaîne de 5 personnes qui travaillent sur une offre. Je te dis, Béni, on est parti de 3 semaines pour sortir une offre à 48 heures pour sortir une offre. Parce qu'on prend l'offre, on dit, OK, qui va analyser les thèmes de référence et me dire qu'est-ce qu'il faut? Sur la base des thèmes de référence, quel est le contenu qu'il faut? Qui va prendre le contenu et va organiser ça, donc du coup, en offre technique? Qui va s'occuper de la présentation de l'entreprise? Et qui va s'occuper de l'offre financière? On décortique ça et chaque personne prend le volet. Et en l'espace d'un petit temps, chacun fait pour lui. Et donc, si tu as une seule personne, la personne va passer par toutes les étapes. Mais comme on est 5 à travailler simultanément, chacun prend chaque étape. Ce qui était fait en 3 semaines est maintenant fait en 48 heures. Donc, maintenant, au moment où je dis je délègue, parce que parfois on délègue et on voit que ça ne marche pas. Mais parce qu'en fait, tu n'as fait que déléguer la lourdeur. Toi, tu t'es essoufflé seul en le faisant. Et tu recrutes une personne qui est essoufflée seule en le faisant. Donne-lui une équipe. Et l'équipe se répartit les tâches. Donc, et l'équipe travaille simultanément sur l'offre, mais sur diverses étapes. Étapes de l'offre. Et à la fin, l'offre va sortir à une période plus courte. Maintenant, les gens ne savent pas que quand on rate le titre de chiffre d'affaires, c'est une question de calendaire. Je vais donner un exemple très simple. Tu fais ta prévision de vente et tu dis, OK, nous voulons faire 720 millions. Donc, tout de suite, on a fait 60 millions par mois. OK. Mais pour pouvoir le faire, on veut lancer 6 campagnes. Chacune des campagnes va rapporter, on va dire, 120 millions. OK. Très bien. Sauf que une campagne qui doit durer 2 mois et te rapporter 120 millions, c'est un exemple que je donne. La campagne est lancée avec 2 mois de retard. OK. Très bien. Donc, janvier, février, tu dois lancer une campagne en décembre qui débute 15 décembre et qui te permet de faire ton chiffre de janvier, février à hauteur de 60 millions chacun. Je prends un exemple en excluant des détails. Maintenant, au lieu de le démarrer en décembre, tu le démarres en mi-février. Au lieu de démarrer ça mi-décembre, tu démarres ça mi-février. Et tu es étonné que ton chiffre d'affaires de janvier était inférieur à 20 millions. Mais c'est le retard dans le lancement de la campagne. Mais qu'est-ce qui cause le retard dans le lancement de la campagne? C'est le retard dans la validation de la campagne. Qu'est-ce qui crée le retard dans la réalisation de la campagne? C'est le retard de l'origination des idées. Est-ce que tu vois un peu? Mais pourquoi? Parce que c'est une seule personne qui fait ça. Et c'est comme ça que là où tu devais avoir 60 millions, tu as 20 millions. Et en février, ça baisse aussi. Tu n'atteins pas ton objectif. Maintenant, il y a une campagne sur les 6 campagnes de l'année, il y a une qui n'a pas atteint ses objectifs. Donc, il y a une, donc, du coup, sur les 120 millions à faire, il y a une, donc, du coup, qui a fait 20 et 25, par exemple, 45 millions sur 120 millions. Donc, tu commences à rater ton objectif. OK. Maintenant, tu déprimes parce que tu n'as pas atteint ton objectif. Et au lieu de lancer automatiquement la campagne suivante, tu la lances au bout de 45 jours. Et les chiffres sont bizarres. Tout au long de l'année. Et puis tu te dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ces deux, et tu te dis finalement, il y a ces deux, donc tu te dis que, mais voilà, c'est un destin, c'est le business, c'est dur, etc. Alors que tu as dit que tu as décidé de ne pas capter du business. Oui, toi-même. En prenant cette décision-là. Parce que nous-mêmes, on sait que lorsqu'on lance des campagnes, on a des résultats. Ça va. Ça va. Maintenant, tu ne lances pas de campagne, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. 2 choses. Quand on était à Nairobi, tu parlais lors de la présentation, tu disais, c'est les campagnes qu'on lance qui nous rapportent du chiffre. Plus vous avez d'offres qui vendent et plus vous gagnez de l'argent. Et tu as continué en disant, les commerciaux adorent vendre. Si vous confiez aux commerciaux une seule offre, ils vont vous vendre une seule offre. Si vous leur confiez plusieurs offres, ils vont vous vendre plusieurs offres, tu vois. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Quand je suis rentré à Cotonou, c'est pourquoi j'adore les workshops, surtout sur la vente. Quand je suis rentré à Cotonou, je me suis dit, elle m'en a dit que quand on lance une seule offre là, on ne gagne que l'argent d'une seule offre. Une offre est un véhicule pour driver de l'argent. Et il y a des clients, moi, je vais te raconter une petite histoire. Un client me rencontre. Il me dit, j'ai plein de livres. Hein. Il sort 24 de mes livres. Waouh. Et c'est des livres que j'avais publiés il y a
on va dire, le dernier, c'était 4 en même temps. Il y avait 3 mois. Et il m'a dit, tu n'as pas écrit d'autres. Donc, au début, j'ai dit, mais est-ce que lui, il sait comment on s'offre pour écrire un livre? On m'a dit, non. Voilà un gars qui est prêt à te payer 100 000. Imaginons, ils sont 1000 comme ça. Ça fait 100 millions. Donc, si tu écris 4 autres livres, tu vas gagner 100 000 auprès de 1000 personnes. Ça fait combien? 100 millions. On appelle ça les véhicules. Donc, la campagne et une offre, c'est les véhicules. C'est pourquoi alors, les gens confondent avec la diversification. Et ils commencent par lancer d'autres entreprises, etc. Alors que celle-ci avec tu n'es pas structurée. Pas structuré encore. Quand tu as réussi à mettre en place une machine commerciale, ça veut dire que tu sais comment huiler tes campagnes. Donc, par exemple, en septembre, tu sais les campagnes que tu vas lancer l'année prochaine. Moi, je connais toutes nos campagnes de l'année prochaine. Toutes. Et la meilleure façon pour nous de le faire, c'est de tester 2 premières campagnes en novembre et en décembre. Et de lancer. C'est-à-dire qu'on a une autre campagne, on a 2 campagnes en janvier. Parce qu'en fait, c'est que tu lances les campagnes avec du retard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent à lancer des campagnes seulement à partir d'avril, quand ils voient que les chiffres du premier trimestre ne sont pas bons. Non, c'est en septembre que tu devrais avoir structuré toutes les campagnes de l'année prochaine. Et avoir une idée claire de quelle campagne va rapporter quel montant, à quel pourcentage de réussite pour que tu puisses faire tes chiffres. Parce que les campagnes sont des véhicules. C'est comme tu vas aller chercher du gravier qui vient se déverser sur ton chantier. C'est le nombre de camions que tu as c'est ça, qui va correspondre à la quantité de gravier que tu auras sur ton chantier. Et voilà, c'est tout. Maintenant, c'est moins de camions tu as, moins tu as du chiffre d'affaires. Donc, plus tu as d'offres, par exemple, je viens dans un supermarché. Quand tu vas à Erevan, les gars, ils te permettent d'acheter tout. Alors que tu peux faire toutes tes courses là-bas en France. Bon, voilà, ça dépend de la gamme. Mais je dis, il y a beaucoup de choses que tu peux acheter là-bas. Mais quand tu vas à d'autres endroits, les gens sortent de Erevan en dépensant 250 000. Mais ils sortent de chez un boutiquier qui a moins d'offres en dépensant à peine 7 000, en dépensant à peine 2 000. Donc, il faut avoir le maximum d'offres aussi. Maintenant, les offres ne sont dynamisées que par les campagnes. Donc, et c'est structurel. Tu te permets de t'amuser avec. Nous le savons tous. Plus il y a de campagnes, plus il y a de la dynamique commerciale. Et plus il y a de chaque campagne, quoi qu'il en soit, même quand ça ne marche pas, ça vient déposer quelque chose. Toujours. Donc, veux-tu faire de la croissance? Oui. Et des campagnes et des offres qui viennent déposer quelque chose sur le chiffre d'affaires initial, même si ça ne marche pas à plus de 40%. Et un truc qui est très important, je crois qu'il faut ajouter, c'est le fait qu'il faut toujours avoir une campagne en cours. Sinon, tu n'es pas en train de faire de l'argent. Tu sais, quelqu'un me dit, ah, Eman, j'ai un de mes collègues qui me dit, Eman, il me faut de l'argent. Il dit, tu veux de l'argent? Il dit, oui. C'est quand ta dernière campagne? Il dit, et finalement, il a dit il y a 8 semaines. J'ai dit, ok, on va faire 5. Quand tu étais en pleine campagne enchaînée, est-ce que tu étais venu me demander de l'argent? Il a dit non. C'est pas de campagne en cours. Donc, en fait, les campagnes sont des véhicules. Et ça doit s'enchaîner. Absolument. C'est comme genre, tes camions tombent en panne. Parce que regarde, vous étiez à Nairobi, je ne sais pas, il y a à peine 2 semaines, quoi. On était à Nairobi. Et là, on est déjà à Cotonou, Sofitel. Et on se prépare à faire d'autres. On a encore 3 campagnes qui arrivent. Waouh. Oui. Parce qu'en fait, tu sais, les commerciaux, ils aiment les campagnes. Donc, tu ne peux pas payer des commerciaux et il n'y a pas de produit à vendre. Les commerciaux ils reçoivent des coups de fil de clients qui sont intéressés. Ils aiment qu'on appelle ça, appeler leurs clients pour dire il y a de nouvelles choses. Et les clients, ils sont comme ça. Tant que tu n'as pas de nouvelles choses, et dès que ton concurrent lance une nouvelle campagne, ils se tournent vers lui. Parce que eux là, ils cherchent le nouveau est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que tu vois un peu? Et quand tu dis un nouvel arrivage, les gens courent, même si c'est seulement 2% de nouvel arrivage, les gens courent vers ton lieu. Donc, il faut avoir les campagnes. La meilleure façon de faire de la vente, c'est les campagnes. Et avant qu'on aille les commerciaux doivent avoir des campagnes en cours. Moi, en tout cas, je ne me reproche jamais à mes commerciaux de ne pas vendre. Je me pose la question, avant une campagne en cours. Et quand je vois qu'on a des campagnes en cours, et les gars, ils te vendent. Mais quand il n'y a pas de campagne, ils sont là parce qu'ils n'ont rien d'autre à annoncer aux clients. Et quand les clients qui les appellent maintenant pour dire « Ah oui, j'ai vu votre nouvelle campagne, là, je suis intéressé. » Et les commerciaux suivaient le client. Le client n'a pas acheté à la dernière campagne. Et c'est eux qui vont appeler le client qui va les appeler pour dire « Ah, j'ai vu les campagnes, je suis intéressé. » L'effort que le commercial a fait avant finit par payer. Voilà. Au lieu de t'en prendre à eux, demande-toi, est-ce que j'ai une bonne stratégie? Chalandise. Est-ce que je me suis assuré de ce que structurellement, infrastructurellement, technologiquement, on est aligné sur notre espérance
de business. Est-ce que j'ai recruté les commerciaux qui sont en mesure de closer l'unité de vente moyen auquel j'aspire? Si j'ai des commerciaux de 200 000 francs, ils ne vont pas me closer des affaires de 5 millions à Garinalea. Tu as déjà vu ça? Tu as commencé à payer à 200 000 qui te fait 5 millions. C'est pas possible. Et c'est un à Garinalea. Les autres ne voient pas comment est-ce que j'en ai dit. Il ne faut pas qu'on va à Galeton, là, si bon. C'est mignon. Comment quelqu'un qui a gagné 200 000? Quelqu'un va donc, non, la vente n'est pas la dichotomie. La croissance n'est pas l'approximation. C'est-à-dire que si tu veux 10 ventes de 15 000, n'est-ce pas? Assure-toi de ce que tu fasses le nombre de coups de fil, que tu touches le nombre de personnes qui acceptent le nombre de rendez-vous et se sont soumis aux normes de relance qu'il faut pour pouvoir faire ces ventes-là. Et elle dit que ça ne rentre pas. C'est comme un ami qui me dit, moi, les affiches publicitaires, les panneaux publicitaires, moi, non, j'ai dit à mon responsable marketing ne voulait plus jamais me parler de panneaux publicitaires. Donc, j'ai dit, mais ce gars-là, c'est un paysan. C'est un paysan. Parce que toi, tu vas à Dubaï et tu vas des grands panneaux comme ça. OK. Pour réussir en marketing, il y a 5 étapes. Pour dire que si tu veux faire de la vente en continu, il y a 5 étapes. Premièrement, attirer l'attention. Deuxièmement, faire comprendre. Troisièmement, convaincre. Quatrièmement, faire passer à l'action. Cinquièmement, faire revenir. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu n'arrives pas à attirer l'attention. Ton entreprise ne fait aucun effet sur les gens. Et quand tu vas à on va dire une activité, on va dire un truc de networking, un forum, tu te mets plus en avant comme le beau gosse que tu ne mets en avant ton entreprise. Et tu vois un peu. Donc je mets rarement mes photos sur LinkedIn. Et si je le fais, c'est pour illustrer une activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas je ne suis pas photogénique pour commencer, donc du coup, donc ça ne marchera pas. Mais le plus important, c'est est-ce que je mets l'entreprise en avant? Ou bien je me mets en avant. Donc quand tu vas à un networking event, et que tu te mets en avant, les gens vont acheter le beau gosse. Ils vont te distraire de ton business. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc tu attires l'attention sur ta personne au lieu d'attirer l'attention sur ton business. Mais comme tu as vu à Nairobi, moi je ne suis pas allé démarcher les clients. Ce sont mes commerciaux qui circulaient dans la salle et qui démarchaient les clients. Donc ça veut dire quoi? On en met le business en avant. Donc tu attires l'attention sur le business et non sur toi. Ta personne. Quelqu'un peut venir pour dire, écoute, ce que tu as expliqué, vraiment ça m'intéresse, etc. Tout de suite, je vais appeler une commerciale. Et j'ai créé le lien. Parce qu'en fait, c'est pas l'attention sur moi qui est donc attirer l'attention, c'est compliqué. La Bible déclare qu'on n'allume pas un lampadaire et puis on le met ça sur la table. Sur la table. Donc, si tu n'es pas vu, tu n'es pas dans la shortlist. Donc, on n'a pas prévu acheter chez toi. Tu auras beau envoyer tes commerciaux sur le terrain, ça ne marchera pas. Et quand les commerciaux vont sur le terrain, ils cochent la première case, attirer l'attention. Parfois, ils n'arrivent pas à faire comprendre parce qu'ils n'ont pas été bien formés. Donc, ton message, que ce soit sur un panneau publicitaire, que ce soit à la radio, sur les réseaux sociaux, ou bien dans un podcast, doit faire en sorte que les gens comprennent qu'est-ce que tu peux leur apporter. Et quand ils ont compris, tu as coché la deuxième case. Mais si tu envoies des commerciaux qui ne maîtrisent même pas les produits et qui n'ont pas suivi une formation d'au moins 10 à 20 jours sur les produits et qui ne t'ont pas vu vendre, qui n'ont pas vu expliquer les produits, ils ne peuvent pas faire comprendre aux clients. Donc, ils vont mettre du temps à conclure des ventes. Bien. Convaincre. Convaincre, ça veut dire que quand on te compare aux autres, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Non pas. Et donc, quand tu as quelque chose que les autres n'ont pas, les acheteurs vont te mettre dans la shortlist des 3 personnes qui vont acheter. Mais ils vont hésiter. Si tu finis par dire, OK, je vous envoie le produit, normalement c'est à 15 millions, mais je vous le vends à 7 millions, il dit, OK, comme tu prends des risques, et comme on ne te fait pas confiance, nous aussi on est prêts à prendre des risques. On appelle ça stratégie de pénétration, ou bien, voilà. Donc, en faisant cette proposition, au lieu de le vendre à 15 millions, tu le vends à 7 millions, ils voient que tu as pris un risque. Parce qu'eux, ils prennent un risque. En te shortlistant, ils voient que tu coches des cases, mais ils te shortlistent, mais ils ne sont pas sûrs. Ne veux pas prendre de risques. Donc, tu dois
les aider à prendre ce risque en perdant de l'argent. Au début. Au début, parce qu'eux, ils ont peur de perdre. À quel point tu penses que c'est important de perdre au début, de perdre de l'argent au non, début parce qu'en dans une fait, quand collaboration? tu vends le produit à 15 millions, c'est comme si tu demandes à la personne saute du 15e étage. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Maintenant, tu dis à la personne, descends pas les escaliers, moi je vais marcher jusqu'au. Tu descends 7 escaliers et moi je pense 8 escaliers. La personne dit, oh d'accord, this is fair. Est-ce que tu vois un peu? Donc, pour faire passer à l'action, tu es obligé de casser les prix. Au début. Toujours. On appelle ça tripwire. Tu vois un peu? Donc, cette vente que tu conclus là, c'est pas une vente rentable. Donc, tu es obligé de casser le prix. Tripwire. C'est-à-dire que c'est pour que la personne rentre dans le voyage. Dans le voyage, ok. Et maintenant, quand la personne achète, tu délivres un service incroyable. Donc, j'ai signé un contrat. Je me rappelle comme si c'était hier, le 11 novembre 2018, j'ai signé un contrat de 12 500 000 avec une boîte. Et en 2024, ils ont payé 87 500 000. La même boîte. La même boîte. Voilà comment on fait la croissance. Et donc, du coup, si tu ne veux pas perdre de l'argent, le client ne veut pas faire surtout les gros clients parfois, il va prendre de risques. Donc, c'est pour ça qu'on fait les promos pour tripwirer. Donc, wire, donc les mettre dans le tissu. Voilà, le mettre dans le trip, le mettre dans le voyage. Donc, ils sont hameçonnés. Et maintenant, tu utilises la qualité de service pour délivrer more than expected. Plus que ce que les gens espèrent. Tu donnes le meilleur de toi-même. Et maintenant, ils sont prêts à signer 17 millions les yeux fermés. Après, tu dis, bon, ok, augmenter un peu, non. Ils sont prêts à signer 30 000 les yeux fermés. Et c'est ainsi que tu fais de la croissance. Mais non, tu dis, ah, mais tiens, ça m'a coûté 12 millions pour le faire, je peux pas le vendre à 7 millions. Ok. Eux aussi, ils ont peur que si ils te donnent l'affaire, ils vont perdre l'argent. So, dis-leur, vous ne sautez pas du 15e étage, je prends les escaliers, vous descendez par les escaliers jusqu'au 8e étage, et moi, je prends les escaliers du bas jusqu'au 8e étage. Et disent, deal. Est-ce que tu vas un peu? Donc, c'est pour ça que tu hameçonnes pour faire les premiers ventes. Donc, attirer l'attention, faire comprendre, convaincre et faire passer à l'action. Et quand la qualité de service fait que tu délivres more than expected, ils vont acheter à nouveau. Et si tu délivres encore more than expected, ils vont acheter encore. Ils vont acheter, cette fois-ci, ils sont faits. Parce qu'en réalité, au début, ils régalent la fin, le bas de la facture. Mais quand la qualité est là, il dit ça vaut le coup. Parce qu'au moins, il doit passer à l'action pour la première fois, il dit ça ne vaut pas le coup. Mais quand il voit ce que tu as délivré more than expected, on va dire, ok, il a demandé 7 millions la dernière fois, il a délivré ça. Si cette fois-ci, il nous demande 15 millions, ça veut dire qu'il va délivrer pour plus 15 que millions. ça. Et ils sont prêts à dire, it's fair, ils signent. Et puis après, ils commencent à parler de... Non, cette fois-ci, tu ne perds plus 7 millions à l'hameçonnement. Là, si tu vois, quand il faut passer à l'action, c'est eux qui attirent l'attention des gens pour toi. Quand ils te voient, ah, c'est lui qui nous fait ça. Il dit à lui, ah, mais viens, je veux le rencontrer. Ok, tu as attiré l'attention, tu as fait comprendre, tu as convaincu sans avoir perdu le temps que tu as perdu avant. Conséquence, tu vas closer plus facilement. Parce que ce n'est pas recommandation. Il dit, ah, si c'est lui, il dit, bon, il est un peu cher. Donc, quand il a déjà dit ça, donc tu n'es pas obligé de lui vendre à 7 millions. Tu lui vends directement à 15 millions. Non, 15 millions. 15 millions, ok. Le dernier prix que tu as fait à l'autre. Et donc, tu perds moins d'argent. Et tu délivres encore more than expected. Et quand tu fais ça, c'est les gens qui vont commencer par parler de toi. Et puis, ils vont peut-être être unanimes pour dire que tu es cher. Mais ils vont te dire que si tu le prends, tu auras du résultat. Donc, c'est comme ça que tu construis la croissance. Maintenant, si tu rates ces étapes-là, si tu les banalises, attirer l'attention, il y a plein de choses à faire. Par exemple, tu vois, il y a ce qu'on appelle le marketing 360 degrés. Tu vois, je me rappelle l'année dernière, on a fait le Nessie Audi à Cotonou. On a réuni 150 membres de Cody. C'est-à-dire que avec de ma vie, je n'ai jamais vu autant de DG de banques, de compagnies d'assurance, de grosses sociétés dans la même salle. C'était au Sofitel, je crois que c'est ici, j'ai bonne mémoire, c'était le 9 novembre de l'année dernière, 2024. Et puis, vraiment, ils étaient vraiment, c'est-à-dire que c'était, mais tu sais quoi? Ok, on a fait les réseaux sociaux, on a fait WhatsApp, ok? Très bien. Mais ensuite, on a fait des panneaux à Cotonou, ok? On a fait RFI, on a fait Canal+. Waouh! Tout ça? Oui. Tu sais pourquoi? Ok. Les réseaux sociaux permettent d'attirer l'attention. Très bien. C'est bon? Ok. Pour comprendre de quoi il est question, les gens reçoivent la fiche. D'accord? Mais pour mieux comprendre, les commerciaux les prospectent et leur expliquent. N'est-ce pas? Entre-temps, ils regardent une vidéo sur notre landing page et on explique de quoi il est question. Ils ont vu qu'on a fait ça dans un autre pays. Ils ont dit, ah, c'est pas mal. Ok. Maintenant, un matin, ils sont en train de rouler dans leur voiture. Ils entendent la publicité sur RFI.
On passe à la deuxième étape, convaincre. Ah ben oui, c'est une affaire sérieuse là. Et puis le soir, quand ils rentrent chez eux, ils allument France 24, ils voient la publicité sur France 24. Ils disent, oh, cette affaire est une affaire sérieuse. Maintenant, ils veulent partir, mais ils ont oublié. Un commercial les appelle pour les relancer et les faire passer à l'action. C'est comme ça qu'ils viennent dans la salle. Wow. Donc c'est-à-dire que c'est un dispositif. Ce n'est pas le fait seulement d'être sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu n'auras que des fans qui vont acheter sur les réseaux sociaux. Si tu veux avoir des gens qui ne sont pas des fans qui vont acheter, il faut attirer l'attention, faire comprendre, convaincre, faire passer à l'action et ramener. Bon, je pense que là, la masterclass, elle est dite. Et en fait, ça me permet d'avoir une très belle conclusion pour le podcast et pour notre masterclass qui vient. Parce que là, toutes ces valeurs-là, tu viens de la délivrer gratuitement. Donc, je me dis, en fait, tu as utilisé toi-même ton propre conseil. C'est-à-dire, au début, on délivre énormément de valeurs pour rien du tout ou pour pas grand-chose. Et du moment où, en fait, les gens sont convaincus, c'est beaucoup plus facile. Parce que je pense que c'est la valeur, par exemple, que tu as délivrée lors du premier podcast qui a fait que des milliers de personnes sont venues, ils m'ont écrit, ils ont dit dans les commentaires, même sur Facebook, je viens un mois après, les gens viennent dans les commentaires, mais monsieur Eman là, quand est-ce que vous allez le recevoir? J'ai même quelqu'un, un ami comme ça, j'étais allé à Porto, je me rappelle plus, j'étais à Porto pour un événement là, la dernière fois, et je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il a un meilleur ami à lui, qui est un gros fan de toi. Qui est un excellent fan, qui veut tout faire pour passer par moi pour te rencontrer. Et j'ai dit, ah bon. Et il dit, non, le podcast vient. Et le fait d'apporter de la valeur, ça rend tellement de choses faciles dans tout le reste du processus de la vente. Et même quand tu veux vendre beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus accepté. Parce qu'on sait ce que tu as pu délivrer à tel montant. Donc on se dit, à tel montant, tu vas certainement vouloir délivrer encore plus de valeur. Et si tu délivres encore plus de valeur, la personne est encore plus convaincue pour te confier encore plus de choses, etc., etc. Donc on se dit, en fait, avec lui, on n'est jamais perdant parce qu'il délivre toujours plus de valeur. C'était un plaisir d'avoir vraiment partagé ce moment avec toi. Merci. J'ai même l'impression qu'on peut organiser un podcast ensemble. Chaque semaine, on organise qu'on peut partager parce qu'il y a tellement de valeur. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as envie de leur dire parce que là, on a un programme. On a une masterclass sur le scaling. Quand on dit masterclass, c'est comment densifier son esprit millionnaire. Et je dis vrai esprit millionnaire pour franchir là-bas des toutes petites entreprises. Des 100 millions, 500 millions, pour oser aller vers le milliard, pour dépasser le milliard de francs CFA. On va délivrer like crazy. Like crazy. Like crazy. Donc, et puis, ils verront les slides affichés. On va leur expliquer étape par étape. How do you do this to get this, etc. Ils ont compris le mindset, l'état d'esprit qui est derrière, la structure, etc. On va rentrer dans le détail dans cette masterclass-là. En tout cas, on va le faire avec beaucoup de générosité. Avec beaucoup de générosité. Voilà. Toutes les informations pour ça sont pour accéder à la masterclass sont dans les commentaires. Allez dessus et je suis sûr que vous allez vous régaler parce que vous avez vu, avec Eman, c'est toujours du pur régal. Moi, j'apprends énormément à chaque fois. Et ce qui me touche vraiment, c'est quand je vois la qualité des gens qui sont impactés. C'est-à-dire, il y a un truc à l'aise sur Mozi de beaucoup dit le contenu est le ciblage et l'invité est le ciblage. Et au début, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai compris. C'est-à-dire, et c'est ce que je disais dans la communauté aujourd'hui, on reçoit de gros stars. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui suivent. Mais quand on reçoit Eman, il y a des DG qui suivent. Il y a des entrepreneurs de certain niveau qui suivent. Donc, quand moi j'ai des entrepreneurs qui font des centaines de millions, qui me disent, mais en fait, ce gars-là a changé ma vie. Je me dis, c'est les gens qui ont quelque chose dans le ventre qui disent, il a changé ma vie. Ce n'est pas les gens qui n'arrivent pas à gagner 50 millions, tu vois. Et ça montre le niveau, la dimension et le niveau de valeur. Et donc, je sais que c'est eux qui nous écoutent encore. Donc, je sais qu'ils vont vouloir aller plus loin. Donc, vous n'avez plus besoin de regarder le podcast 10 000 fois. Allez pour aller plus loin, allez au niveau de la masterclass. Et voilà. Eman, est-ce que tu as un mot de fin? On m'a appris quelque chose de très important, c'est qu'en fait, everything worth getting is uphill. Tout ce qui vaut la peine d'être obtenu au sommet de la montagne. La croissance est possible pour tout le monde. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à gravir la montagne? On va commencer par la masterclass. Merci beaucoup. Voilà. Merci les amis. On se retrouve en haut de la montagne. C'était Eman avec moi. Ciao, à dimanche prochain.